Chers amis, друзья, рада приветствовать вас в культурном центре «Франкотека» на лекции Алексея Левшина. Лекция посвящена театру абсурда. И мы рассмотрим, что такое театр абсурд, как он возник, когда возник, в его эстетике разберемся и разберем отрывки из пьес драматургов Эжен Ионеско, Жан Жене, Борис Vian et Samuel Beckett. Et Samuel Beckett. Merci. Merci beaucoup. Je vais tout de suite vous dire une chose. C'est que, est-ce que ça vous gêne pas, Варвара, вам не сложно мне принести оттуда Ионеско «Le roi se meurt»? Остальное мне не нужно. Спасибо огромное. C'est-à-dire, je vais dire tout de suite, Jean Genet, je vais en parler, mais je ne vais pas le citer, parce que je n'ai pas son texte sur moi. Спасибо. Mais en attendant, oui. Alors, ce qu'a dit Barbara, c'est tellement intéressant, et bien qu'à la limite, j'ai même presque envie, quand on voit ce genre de choses, не надо сюда говорить, да? Quand on voit ce genre de choses, ce genre de rencontres, on a envie tout de suite de s'inventer tout un cinéma dans sa tête. Et comme je vous dis, là, tout à l'heure, je vais quand même continuer à ce que je disais, mais je vais revenir à cela, parce que tout à l'heure, il y avait une intervention de Barbara qui a tout de suite situé, elle a dit « On va vous raconter d'où est venu le théâtre de l'absurde ». Ça, c'était certainement pas mon propos, parce que justement, ça va complètement à l'encontre de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je vais parler historiquement des personnes qui l'ont représenté, mais je m'en fiche allègrement de comment ça s'est passé. Parce que l'absurde, ça a commencé avec Aristophane. L'absurde a commencé avec tout ce qui n'était pas tragédie grecque, même si je peux esquisser une sorte de révérence vis-à-vis de la tragédie grecque. L'absurde, c'est avec Rabelais que ça vient, c'est le grotesque. On s'en fiche quand l'absurde est né. Parce qu'elle est née avec l'humanité, quoi. Et quelque part, on peut dire que c'est Kafka qui était le père de l'absurde. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que l'absurde a eu ça. Et c'est justement là, je vais faire cette parenthèse et on va terminer l'histoire des genres littéraires. Je m'en fiche. Là, quand j'étais à la Sorbonne ou à Avignon, quand j'ai étudié en étudiant, et j'ai lu les premiers textes de l'absurde, les premiers textes de Ionesco et de Beckett, ça m'a fait vomir, littéralement, moralement. Je me suis dit, mais c'est quoi? J'étais un enfant d'un pays ancien communiste, on va dire, post-communiste, enfin, qui était la Russie, l'Union soviétique à l'époque. Et je me suis présenté en plein Avignon avec mes idées sur Antonin Artaud, qui est aussi un visionnaire et un fou du théâtre français, un grand auteur et un grand théoricien. Et d'un seul coup, on m'oblige, on me gave carrément, comme les oies qu'on gave pour donner le foie gras. On me gave dans un séminaire que maintenant je considère comme vraiment un des plus importants de ce que j'ai suivi en France. On me gave de l'absurde. C'est quoi ça, je me dis? Parce qu'en même temps, j'aimais beaucoup les choses absurdes et les choses étranges. J'aimais beaucoup les auteurs russes comme Daniel Harms, qui pour moi est aussi un représentant de l'absurde. J'adorais Kafka, que je connaissais très peu à l'époque d'ailleurs. Mais c'est des choses qui font peur à des gens qui ne sont pas forcément prêts. Ce sont des choses qui font peur quand on les regarde sur le plan historique, parce que c'est un mouvement tellement puissant, entre autres en France aussi, qu'il vous oblige, il vous met devant les problèmes du XXe siècle, devant les grands mouvements politiques du XXe siècle. C'est pour vous dire, tout simplement, pour moi, quand j'ai étudié à l'université de théâtre à Saint-Pétersbourg, on me disait les grands dramaturges français, Jean Giraudoux et Jean Anouilh. C'est n'importe quoi là, ça n'a pas tenu l'épreuve du temps. Jean Giraudoux, c'est pas un mauvais dramaturge, mais Jean Anouilh, il laissait tomber. Et on nous disait les choses qu'il fallait dire justement sur ces grands auteurs dont je vais parler aujourd'hui. Ils ont parlé de fait, d'une certaine manière, de fait de beaucoup d'idées humaines vis-à-vis d'Hitler, vis-à-vis du régime totalitaire. Les régimes totalitaires qui sont arrivés, tous les pays n'étaient pas prêts, et notamment Hitler, ce qu'il a fait. Bon, la France a suivi, comme vous savez très bien, une drôle de guerre, donc une guerre très, très courte. Ensuite, bon, c'est à vous de décider si Maréchal Pétain était un homme visionnaire ou pas. Moi, personnellement, je le pense pas. Bon. Et c'est justement, on dit que Giraudoux qui était assez douillet quand même, faut pas exagérer. Bon, c'est pas un mauvais auteur, mais je veux dire, elle a écrit La guerre de Troie n'a pas lieu. Par contre, ce qu'ils ont écrit, ces gars-là, je donne les deux UNESCO là, mais il y a aussi Vian, il y a aussi Beckett, il y a aussi un parti Jean Genet. Ce qu'ils ont écrit après, c'est beaucoup plus puissant que La guerre de Troie n'a pas lieu. C'est la pièce de Jean Giraudoux. La guerre de Troie n'a pas lieu. Voilà, n'aura pas lieu, pardon.
Donc, c'était une réaction. On nous disait à l'époque à Saint-Pétersbourg que Jean Giraudoux et Jean Anouilh, c'était la réaction à la Deuxième Guerre mondiale, mais je vous dirais que c'est plutôt le théâtre de l'absurde qu'il était. Il a été fondé par les communistes au départ, par Arthur Adamov qui était russe d'origine. Après, il y avait une grande brouille entre Adamov et Ionesco. Arménien. Il était arménien, exactement, merci. Oui, il était arménien, oui. Ah oui, il y avait une grande brouille parce qu'en fait, ils sont brouillés. Il y avait une querelle. Pourquoi? Une querelle d'idéologie. Parce qu'Ionesco, même s'il était un peu de gauche, parce qu'il était d'origine roumaine, de par son père, Ionesco, et ils étaient tous plus ou moins de gauche, plus ou moins. Mais heureusement qu'on peut dire plus ou moins. Parce qu'en fait, c'était pas des gens qui, surtout Vian, n'en parlons pas, ils n'étaient pas comme Sartre, ils faisaient pas partie du Parti communiste, ni comme Aragon. Donc forcément, comme Arthur Adamov en faisait partie, il a commencé à œuvrer un peu comme à sa manière, à lui Aragon, le poète et le prosateur, il a commencé à œuvrer pour le Parti communiste français. Donc à partir de ce moment-là, Ionesco a dit « j'adhère pas ». Et Beckett, à mon avis, il était vraiment à côté, quoi. Il s'en fichait. Bon, il faisait partie de la résistance, c'est vrai, mais il s'en fichait complètement. Bon, si vous voulez, je vous dirai 2-3 mots sur la biographie de chaque 3 ou 4 géants de ce que j'appelle l'absurde. Et encore une fois de plus, je suis un très mauvais spécialiste du théâtre de l'absurde parce que je vous oblige d'accepter Jean Genet en tant qu'auteur de l'absurde. En même temps, il l'est pas du tout. C'est moi qui l'ai décidé, donc c'est peut-être un peu à ma manière. Mais je pense que sa pièce phare, sa pièce vraiment la plus importante de Jean Genet, j'entends, les bonnes. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'absurdité en elle. Bon, en attendant, on parlera de ça et on le mettra de côté. Maintenant, la question, si j'ai envie d'entendre vos idées, de voir ce qui brille dans vos yeux, c'est que je dois me taire. Mais je peux pas me taire parce que je suis obligé de mener cette conférence à bien. Donc, si on a le temps à la fin, j'ai pas beaucoup d'espoir. Vous inquiétez pas, je me connais, hein. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir, mais je vais quand même me réserver cet espoir d'avoir à la fin de notre conférence du temps pour vous parler, pour que vous puissiez plutôt me parler vous, ok? Si on a le temps. Maintenant, autre chose qui m'intéresse, c'est pas tellement la remarque, la notice historique. Ce qui m'intéresse avec le théâtre de l'absurde, avec l'absurdité. Est-ce que ça marche encore? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que ça marche encore en Russie? Parce que ce sont des auteurs qui sont considérés comme des auteurs du théâtre mondial, qui sont mis en scène plus ou moins partout dans le monde. Et Ionesco et Beckett, surtout Ionesco, sont très appréciés en Russie. Bientôt, il y aura, j'espère, une mise en scène de Le Roi se meurt, d'un metteur en scène que je connais, avec qui je travaillais il y a longtemps en tant qu'enseignant, comédien et autres. Donc, je vous en parlerai après si vous voulez, mais bon, pour l'instant, le spectacle n'est pas fait, donc c'est pas la peine d'en parler trop longtemps. Et voilà. Et en même temps, comme je vous dis, le théâtre de l'absurde, l'absurdité, l'absurde existait dans tous les grands pays d'Europe, en commençant par la France, la Russie, en prenant l'Italie peut-être pas trop, mais l'Espagne, Francisco Arrabal, que je connais pas très bien d'ailleurs. Mais bon, regardez, trouvez, cherchez-le si vous parlez espagnol, il est traduit, je crois. Et surtout les Slaves, à savoir Slavomir Mrožek. C'est génial. Il est absolument génial. Elle a vécu les 3/4 de sa vie en France, mais c'est pas grave. Voilà, Slavomir Mrožek qui est polonais, et Václav Havel que vous connaissez très bien, qui était le président de la République tchèque. Voilà. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Les 4 auteurs. Jean Genet, Boris Vian, Eugène Ionesco et Eugène Ionesco, Vian, ils étaient plus ou moins de la même génération, mais Vian est mort très jeune. Et Eugène Ionesco passe quand même comme un auteur phare du théâtre de l'absurde. Et bien entendu, Samuel Beckett, qui était d'origine irlandaise, on en parlera. Donc, les 3 questions que je voudrais poser sont beaucoup plus importantes que l'historicité de ce que j'ai dit, le fait historique, quand l'absurde est né, etc. Elle est née après la Deuxième Guerre mondiale, c'est facile. C'est que la question que je me pose, la première chose, c'est quoi le théâtre de l'absurde? Pourquoi cette dramaturgie est tellement littéraire? Pourquoi elle est foisonnante d'idées, d'images? Et que c'est quoi comme style? On va dire question style. Deuxième chose qui m'intéresse beaucoup, c'est question morale. Est-ce que c'est un mouvement qui posait
des questions d'ordre moral ou pas du tout? Ou il était complètement immoral, ou comme maintenant c'est tout à fait à la mode, on va réinstaller Marquis de Sade, etc. Justement, curieusement, on va se rendre compte que le théâtre de l'absurde était assez moralisant sur les bords. Peut-être pas sur le plan du Parti communiste, mais en général. Deuxième chose. Troisième chose, c'est que est-ce que le théâtre de l'absurde pose des questions sur la société? Bien sûr que oui. Et c'est quoi plus ou moins? Bon, je pense que là, justement, c'est une question, on répondra pas forcément, sinon il faut lire tous les textes du début à la fin. Et comme UNESCO, je préparais cette conférence, je me suis rendu compte et j'en ai été triste, vraiment triste, enfin non, c'est une blague, que UNESCO était très prolixe. Elle a écrit au moins une quarantaine de pièces, on ne pourra pas les lire, même les extraits. Bon, quelques-unes. Voilà, donc répondre à la question, est-ce que le théâtre de l'absurde a proposé une sorte de vision de la société? On peut poser cette question, est-ce qu'il l'a proposé? Voilà. Après, répondre à cette question, est-ce qu'on aura le temps? Je ne pense pas qu'on aura le temps. Alors, pourquoi est-ce que le théâtre de l'absurde représentait une certaine métaphysique sociale? On en parlera. Donc, commençons par le premier point. Le premier point, le style. Alors, pour ceux qui ont lu, est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont lu de Ionesco, de Beckett? Non? Il y en a? Vous? Comment? Cantatrice chauve, parfait. Justement, je ne vais pas en parler. Moi, mais c'est Rhinocéros et en entendant Godot. Génial, très bien. Justement, c'est nos textes phares. Bien que je n'ai pas trouvé le rhinocéros ici, mais c'est pas grave. En français, je ne l'ai pas trouvé, mais bon, si quelqu'un... Tiens, il y a toujours Internet qui nous aide, mais bon, j'en ai pas le temps. Bon, on ne peut pas tout citer. Par contre, je vous citerai des textes que je n'avais jamais entendus. Donc ça, c'est peut-être bien aussi, hein, n'est-ce pas? Bon, rhinocéros, génial. En attendant Godot, génial. La cantatrice chauve, théoriquement, ça a lancé le théâtre de l'absurde. Pourquoi c'est la pièce la plus nulle de UNESCO? On en parlera aussi. Alors, justement, c'est par la cantatrice chauve qu'on peut commencer. Il a installé le style. Mais ce style-là a été déjà installé par toute une génération. C'est ça qui est extraordinaire. Quand vous vous rendez compte qu'il y a un auteur qui invente un style, qui invente une école, après vous vous rendez compte qu'il y a 5 derrière ou à côté, où ce sont ses copains, etc. Parce que pour ainsi dire, le style de la cantatrice chauve, j'en parlerai quand même en 2 minutes, le style d'écriture de la cantatrice chauve est présent déjà chez Boris Vian, qui écrit des pièces depuis 1949, est présent chez Beckett à sa manière aussi. Donc, mais c'est Ionesco qui le met vraiment à l'avant parce que la pièce est très courte. Première chose. Deuxième chose, parce que la pièce est représentée en tant que telle. Je me souviens plus si les pièces d'Adamov avaient un tel succès. Maintenant, on peut pas vérifier. Maintenant, il faut être un grand chercheur. On s'en fiche, c'est pas grave. Mais on est absolument certain que la cantatrice chauve, c'est le premier texte de l'absurde qui a eu beaucoup de succès. Sachant que tous les textes de Vian n'avaient pas tellement de succès, sachant que les bonnes de Genet, c'était gênant, c'était plutôt le scandale, n'est-ce pas? Ça le reste toujours. Bon, ça le reste. Ça l'est plus, d'accord. Mais quand ça a été mis en scène dans les années 90 par Roman Viktiuk, bien sûr, c'était un scandale en Russie qui n'était pas du tout prête. Le public n'était pas prêt. En même temps, il était très attiré par ce côté très sulfureux, très sarcastique et en même temps très scabreux. Très scabreux pour les Russes, scabreux et drôlement érotique, parce que je ne sais pas si vous savez très bien, mais Viktiuk a fait exactement comme en demandait Genet, c'est les hommes qui interprétaient tous les rôles féminins. Donc, étant donné que ça, on ne va pas s'étendre sur ce sujet, mais Jean Genet étant des 4 le seul qui soit homosexuel. Les 3 autres aimaient les femmes, ok? Bon, c'est-à-dire, ce qui veut dire que c'est très démocratique, l'absurde. Voilà. Mais pour vous dire, donc, le premier texte, c'est vrai que c'est la cantatrice chauve. Et en attendant, Godot est beaucoup plus philosophique et beaucoup plus métaphysique, donc il ne va pas jouir. De toute façon, il faut vous dire, Beckett, qui est peut-être mon préféré entre tous, à mon avis, c'est tout juste s'il avait vraiment des grands comédiens et des grands metteurs en scène à son service. Sinon, je pense qu'on n'aurait jamais entendu parler de lui. Bon, avant le prix Nobel, je veux dire. Parce que Roger Blanc, personne ne le connaissait. Hein. C'était un grand monsieur qui travaillait avec Jean Vilar, mais qui était surtout le metteur en scène presque de tous les grands textes de Beckett. Voilà, on en parlera. Donc, la cantatrice chauve présente justement ce côté très personnel, c'est pas ça, très subjectif, très étrange, qui pour moi, pourquoi je trouve que c'est la pièce la plus nulle de Ionesco? Parce qu'elle donne tout sans donner la métaphysique et le sujet. Parce que ce qui est extraordinaire dans les pièces
du théâtre de l'absurde, c'est que à travers le style qui est parfaitement étrange, voilà, je vais le caractériser dans 2 minutes, vous avez quand même des personnages dont vous vous en souvenez, vous avez comme des caractères qui se développent comme dans une pièce classique, comme dans un film. Vous pouvez vous en souvenir plus ou moins du sujet, du moins des relations dans lesquelles ces personnages, ces caractères sont entrés et ont été opposés. Voilà, donc c'est une pièce classique dans la structure et dans le langage et dans la composition du sujet. Elle n'est pas classique, ça c'est vrai. Par contre, les cantatrices chauves, ça n'a ni queue ni tête. Il n'y a pas de sujet. Je ne sais pas si vous pouvez raconter ce qui se passe dedans, parce que moi, j'arrive pas. Il ne se passe rien. Ça, c'est vrai que c'était une expérience. Montrer quelque chose où il ne se passe rien, c'est juste des jeux de langage. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui ont lu La cantatrice chauve, si vous vous souvenez de ça, La cantatrice chauve, on en parle 1 ou 2 fois dans le texte. La pièce est très courte de toute façon. Et madame une telle, elle est devenue chauve. On ne sait même pas dans le texte si elle est cantatrice, d'ailleurs. Après, c'est le titre qui dit La cantatrice chauve. Voilà. Donc, maintenant, si on laisse tomber ce texte et si on parle en général, on va généraliser, c'est obligé dans les conférences aux journalistes toujours. Hein. Voilà, c'est bien. Les conférences de presse, les conférences diplomatiques, on généralise. Après, on a la vraie vie et c'est toujours différent. Voilà. Mais pour généraliser, le théâtre de l'absurde, c'est toujours un effort de langage, c'est un effort d'imagination, c'est un effort de style. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui parlent d'une drôle de manière, dans une situation qui est assez drôle, ou qui parlent d'une manière normale, les rhinocéros, dans une situation qui est complètement folle, ou qui parlent d'une manière normale, et de temps en temps un peu étrange, et un peu excessivement avec des sous-entendus énormes, et on se rend compte que la situation est tellement étrange que la seule chose qu'ils ont, c'est de parler normalement, comme un peu les personnages de Kafka, même si la situation est étrange du début à la fin, elle restera étrange. On est dans une plaine qu'on ne peut pas considérer, on ne peut pas la considérer géographiquement, mentalement, ce que vous voulez. Les personnages parlent normalement, soi-disant. À un moment donné, c'est pas normal du tout. À un moment donné, c'est normal. Et le deuxième acte s'annonce et il recommence à parler de la même chose. En attendant Godot. Et on se rend compte que tout ce que disent les personnages, c'est pas tellement important, et Beckett était un grand maître de ça. Ce qui est important, ce qui leur arrive, c'est-à-dire ils ne reflètent pas du tout dans leur dialogue ce qui leur arrive. Par contre, nous, en tant que spectateurs, on voit très bien. Ils sont dans une sorte d'attente, on en parlera de cette pièce tout à l'heure. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils ne savent pas s'ils attendent vraiment ce qui va leur arriver quelque chose. Ils savent très bien qu'ils attendent Godot, ils ne savent pas qui est Godot. Ils ne savent pas s'il va arriver. Un garçon qui arrive, il dit il ne va pas arriver ce soir. Le lendemain, dans le deuxième acte, le garçon va venir, Godot va toujours pas arriver. Mais en même temps, il y a 2 autres personnages qui sont beaucoup plus étranges, qui d'abord arrivent, Bozzo et Borgo, qui se comportent d'une drôle de manière, et ça commence à se détériorer, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus fous, sans que les personnages principaux ne le deviennent pas. Comment considérer tout ça ? Alors, c'est vrai que le style des pièces absurdes, notamment chez Vian aussi, parfois vous voyez une situation complètement stupide, inexistante, et les dialogues complètement anodins, naïfs. Par exemple, le goûter des généraux, on va en parler tout à l'heure. Les généraux qui décident d'inventer une guerre, ils ne savent pas avec qui. Pour le reste, tout va bien, sauf qu'ils sont tous gâteux. Mais ça, c'est pas grave. Ça peut arriver, les généraux gâteaux, pourquoi pas. Voilà. Donc, la pièce de Boris Vian, Les bâtisseurs d'empire ou le Schmurz, c'est insidieux. C'est insidieux, l'étrangeté. L'étrangeté arrive au fur et à mesure. Donc, on est bien d'accord que toutes les pièces dites de l'absurde sont confrontées, ou nous confrontent, ou nous plongent plutôt, on nous plonge dans une situation étrange, que c'est une situation étrange dès le début ou au milieu, ou à un certain moment elle devient étrange, on ne sait pas, parce que les rhinocéros, c'est justement ça. Le Schmurz de Boris Vian, Les bâtisseurs d'empire, c'est justement ça. On a l'impression d'être dans une situation normale. C'est pas grave qu'elle soit pas normale, ça on le sait pas encore. Dans 2-3 minutes, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout normale. Dans 5 minutes, on se rend compte qu'elle n'est pas normale du tout. Dans 30 minutes, on se rend compte que c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Mais non, on ne le savait pas.
Et peut-être les personnages non plus. Ou certains le savaient, d'autres pas. Voilà. Donc, et forcément, ça donne les jeux de langage qui sont assez extraordinaires. Il y a pas mal d'humour noir. En même temps, ça donne le jeu de caractère. Parce que forcément, c'est un peu comme dans la science-fiction. Vous plongez un caractère humain dans une situation qui est complètement inventée de bric-à-brac. Sauf que je dirais que plutôt le genre qui se rapproche le plus dans le grand domaine de la science-fiction, ça serait plutôt la dystopie. La dystopie, c'est le frère cadet, on va dire, ou le cousin. Parce que bon, je ne sais pas qui a inventé la première dystopie. Il paraît que c'était Zemiatin avec nous autres. On va dire Kafka d'abord, Zemiatin après. Bon, c'est les deux genres qui ont évolué de façon parallèle. Et on peut très bien dire qu'une pièce comme Rhinocéros ou En attendant Godot n'a rien n'a rien d'étranger par rapport à 1984 d'Orwell. Pourquoi pas? C'est pas très loin comme idée. Sauf que c'est pas forcément la même chose. Parce que, et là, je parlerai tout à l'heure à propos de la métaphysique sociale. La métaphysique sociale dans le théâtre de l'absurde est complètement différente des dystopies. Je pense que la lettre de noblesse de ce genre qui est dystopie, que j'adore d'ailleurs, les lettres de noblesse appartiennent au fait très triste. La dystopie, c'est quelque chose sans issue. C'est un chagrin, justement, c'est la fin du monde, c'est fini. L'être humain ne va pas s'en sortir. C'est tout juste, mais je pense qu'il ne va pas s'en sortir. Je ne connais pas une vraie dystopie, même qui est de 451 degrés de Fahrenheit, de Bradbury, même ça. C'est toujours une grande tragédie qui s'arrête là, quoi. Alors, justement, l'absurde en tant que style, en tant qu'esthétique, c'est aussi drôle que tragique, que révélateur, que perturbant. C'est justement ce qui m'a perturbé dans l'université d'Avignon, quand j'ai lu vraiment ces textes, non pas en russe, mais en français, les textes de Ionesco et de Beckett, je me suis dit, mais ça me gêne. Pourquoi? Parce que moi, ça m'a confronté avec le passé de mon pays, avec le passé du XXe siècle, pas uniquement la Russie. Hein. Et je me suis dit, mais c'est gênant, j'ai pas envie de voir ça d'un seul coup, parce que il faut quand même gérer ça. Il faut quand même... Et surtout, ce qui est très très gênant, c'est la pièce de Ionesco Rhinocéros qui se présente de façon très anodine. Vous allez voir, je crois qu'il est toujours au répertoire du théâtre Fomenko. Vous allez voir ça, c'est extraordinaire. Il se passe rien au début, il se passe rien, sauf que les gens se transforment en rhinocéros. Et pourquoi ils se transforment là? Vous allez tôt ou tard apprendre qu'il y a une raison. Justement, c'est quoi la raison? Quelqu'un qui a lu les rhinocéros, c'est quoi la raison pourquoi il se transforme à votre avis? Pour être comme les autres. Pour être comme les autres, pour faire des compromis, c'est ça? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je pensais... j'ai vu cette pièce en scène, je vais dire. Je l'ai vue en scène avant la pandémie, et je me suis dit, pour moi, la pandémie, c'est vraiment l'univers de Beckett, Orwell et tout ce que vous voulez, et tout ça. Voilà, et Kafka. Et je me suis dit, c'est bizarre, on joue à ce jeu. Je me suis dit, quand la pandémie est arrivée, on joue à ce jeu, mais est-ce qu'on ne deviendra pas les rhinocéros? Alors, curieusement, c'est une image qui marche très bien. Alors, c'est ça aussi qui est très fort dans les grandes pièces du théâtre de l'absurde, c'est une métaphore. Mais par contre, là, je suis pas un spécialiste, mais je peux vous dire, les métaphores sont complètement différentes. Les métaphores de Vian sont peu saisissables, mais c'est plutôt du flou, mais c'est du flou assez poétique. Les métaphores de Genet, pour moi, c'est des diagnostics, là. À mon avis, Genet, il voyait tout le monde bisexe, c'était son truc, hein. Bon, c'est clair. Bon, par contre, on va lui laisser sa conviction, hein. On n'est pas obligé d'accepter. Bon, pour Beckett, pour moi, ce sont des métaphores les plus étranges parce qu'elles changent avec le temps. Mais, c'est-à-dire, il faut encore deviner ce que c'est dans les 3 grandes pièces de Beckett, un homme qui a écrit tellement et qui, pour ainsi dire, qui a écrit vraiment les 3 textes qu'on n'arrive pas à comprendre dans toute leur portée énigmatique, c'est-à-dire Oh les beaux jours, En attendant Godot et La fin de partie. Et si vous essayez de saisir la métaphore, vous allez être plus ou moins confronté à la même histoire que de savoir ce que c'est Godot. Est-ce que c'est Dieu, God?
Est-ce que c'est autre chose? On n'en sait rien. Pareil, oh les beaux jours, qu'est-ce qu'il est en train d'évoquer ou d'invoquer? Elle évoque parce qu'elle se souvient toujours, mais d'une certaine manière, elle s'exclame tout le temps, le personnage, on va en parler. Elle s'exclame, le personnage féminin, oh les beaux jours, oh que c'est beau, la nouvelle journée, etc. Donc ce sont des invocations et des évocations. Mais de quoi? De la beauté d'exister, on sait rien. Voilà. Bon, la deuxième chose, pourquoi est-ce que le théâtre de l'absurde serait plus ou moins moral quand même, malgré tous ces jeux de langage, ou grâce, peut-être, on n'en sait rien, ces personnages, ces caractères qui sont mis dans une situation insupportable, étrange, ou qui évoluent, bien sûr, il faut dire aussi, sinon ça serait pas du théâtre. C'est une situation qui évolue. On ne sait pas si tout le monde va se transformer en rhinocéros. On ne sait pas si tout le monde attend Godot comme ces deux mecs plus ou moins SDF. Vladimir et Estragon qui dorment dans leur avant, ils dorment vraiment dans la nature. Est-ce qu'ils vont attendre le Godot encore pendant des années? Ou est-ce qu'il y a autant de gens, est-ce que dans tous les villages, dans toutes les villes, il y a des gens comme ça qui attendent Godot? Alors, les chaises, pourquoi elle installe les chaises vides? Pourquoi elle voit des personnes, on va en parler, c'est la pièce de UNESCO, pourquoi elle voit les personnes qui ne viennent pas? Et sa femme aussi, elle y croit. C'est toute sa vie, toute leur biographie, toute la biographie du XXe siècle qui est présente là, sur les chaises, invisibles. Ben, imaginez-vous, là, il y a pas vous, il n'y a pas moi, il n'y a que des chaises où c'est marqué Gorbatchev, Mitterrand, Charles de Gaulle, Biden, je sais pas. Reagan, etc. Voilà. Et personne n'est là. Et il y a deux personnes qui viennent et qui disent « Bonjour monsieur, bonjour monsieur ». Voilà. Bon. Mais vous avez oublié, sur Poutine. Ah, Poutine. Poutine est encore vivant. Parce que le problème, c'est que dans les chaises, comme je les interprète, peut-être j'ai tort, pour moi, c'est comme ça que j'ai compris cette pièce. Pour moi, sauf la majesté, l'empereur, qui est peut-être, comme vous avez dit, sauf l'empereur, tout le reste, c'est des morts. Ou des souvenirs. Voilà. Bon, mais ça, c'est une façon voilà, justement, là, c'est l'interprétation. Peut-être que vous allez lire cette pièce, vous allez voir autre chose. En tout cas, c'est des métaphores qui sont vivantes, poétiques, et qui ne travaillent pas forcément de but en blanc, qui ne travaillent pas comme ça. Bam. C'est-à-dire, quand vous avez vu la pièce de Rhinocéros, vous sortez, vous n'allez pas vous poser la question si vous êtes un rhinocéros. Parce que si vous, justement, vous la posez pas, ça veut dire que vous l'êtes déjà. Vous l'avez excusé, mais vous savez, si je me rappelle bien, dans la pièce Rhinocéros, c'est la scène finale, c'est que les deux restants, ils deviennent rhinocéros et ils se jettent dans la foule, dans la salle. Dans la topo, oui, c'est dans la topo qui passe devant. C'est ça. Donc, les derrière hommes oui. deviennent rhinocéros. Les rhinocéros, exactement. Et alors là, c'est clair que je pense que, parce que bon, il y a quand même le facteur temps, je vais pas m'éterniser pendant des heures, j'ai envie quand même de lire des extraits de pièces et de parler de cette métaphysique sociale qui, à mon avis, est très, très utile. Parce que justement, ce qui est de plus utile dans l'absurde, c'est que ça marche toujours. Ça peut nous être utile même actuellement. Ça peut être une façon, même pour les Russes, qui l'acceptent pas du tout. C'est un des grands pays de culture qui déteste l'absurde, parce qu'il en est pétri de l'absurde. On est entouré de l'absurde. Notre gouvernement, tout est absurde. Même notre façon de nous voir, on est européen et pas européen, on est eurasien, tout ce que vous voulez, ça a un côté absurde, c'est-à-dire ça a un côté paradoxal, c'est ce que je voulais dire. Pour moi, c'est ça que je voudrais amener votre pensée à une idée très simple, c'est que n'acceptez jamais les invectives contre l'absurde. Si les gens disent ça, c'est qu'ils sont malades. Parce qu'ils voient pas la vie telle qu'elle est. Ils voient pas, bon, malades, je suis peut-être un peu méchant. Ils sont pas malades, mais disons qu'ils sont en train de devenir rhinocéros. Voilà. C'est-à-dire, ils ne savent pas à quel point c'est intéressant de voir des choses de cette manière-là. De toute façon, tous les grands styles de la littérature comme de la philosophie, c'est une façon de voir. Pourquoi est-ce qu'on accepte depuis des siècles les dialogues de Platon, qui est une sorte de façon de mener une conversation, mais en même temps de comprendre des choses, c'est une sorte de, comment dire ça, c'est une sorte de politique, c'est peut-être pas bon, c'est une sorte de façon narrative. Mode narratif, on va dire. C'est un mode narratif qu'on peut utiliser. Il est très paradoxal. Et à la fin, souvent, si vous lisez les dialogues de Platon, vous vous rendez compte que Socrate ne répond à rien. Mais rien. C'était ce qui était important, c'est de réfléchir. Voilà. Est-ce que le théâtre de l'absurde va répondre à toutes les questions qu'il va poser? Pas forcément. Mais ce qui est important de dire, c'est que la question morale de toutes les pièces de l'absurde est intimement liée
à ses visions sociales. Les visions sociales, je vais en parler, mais je vais prendre ça du côté moral. Alors pourquoi est-ce que le côté moral des pièces de l'absurde sont liées au social? Parce que le social est complètement déraillé, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui sort des rails, qui sort du cadre. Étant donné que ces auteurs se sont posé la question, est-ce qu'on vit vraiment la vie telle qu'elle se doit? Parce qu'avec tous nos préceptes moraux, religieux et autres, on est arrivé au totalitarisme et au fascisme. Ah, c'était une question qu'il fallait se poser quand même. Comme une fois, je me souviens, on a posé une question à un slaviste allemand. Dites-moi, mais vous représentez une grande culture, vous les Allemands. Vous avez Kant, vous avez Nietzsche, vous avez Bach, vous avez Mozart. Et pourquoi vous aviez Hitler? C'est que peut-être notre culture n'était pas si puissante que ça, a répondu ce monsieur. Ça, c'est une façon de répondre. Il y en a d'autres, mais certainement la question, on peut se la poser. Pourquoi avec tous les préceptes moraux et les comment dirais-je, toute cette lumière, les lumières, comme disaient les Français, les lumières que donne l'art, la culture, nous arrivons quand même à l'asservissement de l'homme, aux droits de l'homme qui sont malmenés, etc., etc. Ils se sont posés cette question. Donc toutes ces pièces que je vais citer, et à mon avis les 3/4 de pièces écrites par ces auteurs, pose la question sur, bon, sauf Genet, qui se pose la question en général sur le genre humain. Parce que lui, il veut qu'il soit bisexe, ça on l'a compris. Ok. Bon, mais je veux dire, à part ça, mais Genet aussi, il parle de la prison dans d'autres pièces que je considère un peu moins... Si vous voulez, j'ai une réponse à cette question. Allez-y. Vous savez, ce que je vois, c'est que du côté de Goethe, Oui. du côté de Karl Marx, disons, du côté d'autres grands écrivains, et artistes, etc., allemands, il y avait Goebbels. Et ici, chez nous, à côté des Pushkin, Tolstoï, etc., nous avons Margarita Simonyan. Ah. Voilà. Ça explique tout. D'accord. Il vous faut un seul Goebbels, il vous faut une seule Margarita Simonyan, et Ouais. on va foutre dans l'enfer tout ce qui est avec Pushkin, tout ce qui est avec Goethe, et tout ça. Ça suffit. Oui. Pour inventer quelque chose de bon, Oui. de génial, Oui. il faut Pushkin. Pour Ouais. le foutre, il faut seulement... Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous. On peut citer d'autres noms, mais on n'est pas là pour le faire. Parce que là, on n'est pas une conférence politique. Parce que bon. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Tous les gens qui représentent le pouvoir, qui n'est pas le pouvoir. De toute façon, on se pose la question. D'ailleurs, ces auteurs-là se seraient posé ça aussi, cette question. Est-ce que ça existe le pouvoir de l'âme? Est-ce que ça existe le pouvoir de l'esprit? À partir du moment où ça existe, c'est du totalitarisme. Parce qu'on va vous expliquer, c'est comme ça et pas autrement. Alors justement, c'est pour ça que je voudrais commencer par Boris Vian, par le Gaultier de Généraux. Donc Boris Vian, pour certains qui ne connaissent pas, c'est un homme à tout faire. Un jazzman, il est mort très jeune à l'âge de 39 ans. Il a écrit énormément de choses, de la prose, des poésies, des chansons. Il a fait beaucoup de chansons à la fin de sa vie, très anti-guerre. Il a écrit, comme prose, vous connaissez sans doute L'écume de jour, Le tonne à Pékin, L'arrache-cœur, L'herbe rouge, c'est les 4 romans phares. À part ça, il a écrit aussi des choses sous un nom, Vernon Sullivan, et c'était soi-disant un mulâtre américain. Il s'est présenté comme son traducteur, voilà. À côté de ça, il a écrit énormément de choses. Il a aussi été trompettiste de jazz. Et moi, je trouve que la dramaturgie de Vian mérite d'être reconnue. Et en ce moment, je crois que la pièce qui a été interdite pendant des années en France, y compris pendant la guerre d'Algérie, ça vous allez comprendre pourquoi, pendant la guerre de Golfe, ça je comprends moins, mais bon, peut-être que vous allez avoir des idées. Mais sinon, je crois que l'interdiction est levée et elle va être bientôt représenté en France. C'est le Gaultier des Généraux. Je vais vous lire 2 extraits, ou même 3 deux extraits de cette pièce complètement ahurissant, parce que c'est la pièce qui raconte l'histoire des 4 généraux français qui sont un peu gâteux, qui sont un peu, comment dirais-je, qui se comportent comme des petits-enfants, qui ont vraiment envie de mener une guerre, mais ils ne savent pas comment la faire. Voilà. Et c'est pour vous dire, celle qui dirige
La bande, c'est la tente dans des généraux. Bon, maintenant, c'est l'acte 2, scène 5. Audubon, c'est donc en représentant du gouvernement. Monsieur, tout s'incline gravement. Léon Plantan n'est pas là. Xing, nous l'attendons. Xing, c'est en chinois. Audubon, ces civils n'ont aucun sens de l'exactitude. Korkilov, c'est un représentant de l'armée russe. Très juste, oui, oui. Jackson, oh, il est à peine l'heure. En américain, un représentant de l'armée américaine ou de Sendai. Audubon, ils n'ont aucune discipline. Jackson, ce sont des civils, ils en ont moins besoin. Audubon, vous n'allez pas les défendre tout de même. Ça, c'est les généraux qui ne sont pas encore arrivés. Korkilov, c'est ça, côté assommant, généraux américains, c'est côté civil. Quoi ? C'est ça, côté assommant, généraux américains, c'est côté civil. Audubon, ils n'ont pas cette tradition séculaire qui fait l'orgueil des cadres uniques que nous avons en Europe. Xing, permettez, je m'excuse très profondément, mais nous nous battons également depuis assez longtemps en Asie. Audubon, certes, je n'avais nullement intention, et puis vous avez inventé la poudre. Korkilov, pas vrai, c'est le pope Schwarzski au Moyen-Âge, un stakhanoviste. Jackson, bon, eh bien, civil ou pas, cette fois, Plantan est en retard, d'accord. Mais dites-nous, cher Audubon, vous seriez... Ah non, c'est pas les généraux qui sont en retard, c'est les représentants du gouvernement. Mais Audubon, c'est un maréchal, voilà. Mais dites-nous, cher Audubon, vous sauriez peut-être pourquoi on nous réunit, Xing à Korkilov. Ça, c'est leur côté pratique, c'est qu'ils ont de bon, les Américains. Audubon, c'est que le secret militaire, Korkilov, ah bon, alors il s'agit de guerre. D'habitude, on convoque pour tellement de choses, vernissage, zakouski. Impossible de deviner. Audubon, il s'agit de guerre dans une certaine mesure, mais ça n'a pas très grande importance. Ce qui compte surtout, c'est ceci à quoi j'ai beaucoup pensé. Voilà, ne croyez-vous pas qu'il y aurait intérêt, avant qu'il ne soit trop tard, à faire voter une loi internationale stipulant qu'en cas d'inculpation de crimes de guerre, tout général accusé sera jugé par ses pairs. Jackson, écoutez, à Nuremberg, les généraux n'ont pas beaucoup écopé. Écopé, ça veut dire qu'ils n'ont pas été emprisonnés pendant longtemps. Audubon, n'importe, la seule possibilité d'être jugé par des civils, c'est déjà embêtant. Xing, votre projet pourrait présenter quelque intérêt. Audubon, soutenez-moi si jamais la question vient sur le tapis. Et voilà, ensuite, il y a Plantan qui vient, mais c'est pas tellement lui qui m'intéressait. Voilà, la scène 7, on saute une scène. Plantan, Francine, les 4 généraux. Plantan, eh bien, tout le monde est là, parfait, messieurs, la République française vous salue. Qu'est-ce que vous buvez? Francine ouvre son gros bouquin qui fait cave à liqueur. Donc elle a un bouquin, la secrétaire, mais c'est une cave à liqueur. Il y a des bouteilles. Parce que c'est très cinématographique. Il a écrit énormément de scénarios, ils n'ont pas été réalisés, mais il aimait beaucoup le cinéma. Cognac, pastis, Beaujolais, et la serre élément, Plantan. Korkilov, Xing, Jackson, Beaujolais. Audubon, vous n'avez pas de vodka cola? Plantan, Audubon, vous boirez du Beaujolais comme tout le monde. C'est un représentant du pouvoir. À la secrétaire, une bouteille, 5 verres, Francine. Il désigne des sièges. Asseyez-vous donc, Audubon, voulez-vous exposer à ce monsieur le but de notre réunion? Écoutez, vous savez vous-même de quoi il s'agit. Si vous leur expliquez, Audubon, c'est en ordre. Vous me couvrez, je vous couvre. Bon. Eh bien, alors, signez-moi un papier. Comment ça, un papier? Vous avez lu les 3 mousquetaires, je ne peux pas lire et gouverner la France. Justement, comme vous ne gouvernez rien du tout, vous avez amplement le temps de lire. Audubon, ne soyez pas fiez-le aux autres. Excusez monsieur, ce léger incident, mais vous savez, cet imbécile-là est dur à mener. Korkilov, mais je vous en prie. Xing, faites donc. Jackson, peut-on avoir un peu plus de Beaujolais? Moitié Beaujolais, moitié lait condensé, si vous avez. La secrétaire horrifiée s'empresse. Audubon, eh bien, lisez les 3 mousquetaires, ou plutôt non, je vais vous dicter. Prenez un papier. Léon, Francine, elle prend papier crayon. C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. Signé Léon Plantan, tapez ça en 2 exemplaires. C'est dans les 3 mousquetaires, ça? Oui. Francine, notez de m'acheter les 3 mousquetaires. À Audubon, et il y a beaucoup de trucs comme ça dans les 3 mousquetaires. Audubon, oui, tout du long. Mais c'est formidable. Jackson, ah, c'est un merveilleux livre. Audubon, vous l'avez lu? Jackson, oui, naturellement, avec des sous-titres. Léon à Korkilov et à Xing. Et vous? Ensemble? Certes. Francine tape. Korkilov, grand-mère Alexandre Dumas était russe. J'ai tout lu. Léon, ah, alors, je suis le seul. Pas étonnant que la France soit toujours roulée dans les conversations diplomatiques. Audubon, vous me le signez, ce papier?
Léon, c'est-à-dire Plantan, je suis fier de signer un texte aussi étonnant. Ou du bon, et maintenant redonnez-moi du Beaujolais, comme ça si je rentre sous, je pourrai toujours montrer le papier à ma mère. Voilà. Donc, parce que ça, c'est le maréchal qui est gouverné par sa mère et le général qui est gouverné par sa tante. Bon, vous voyez très bien, c'est très freudien, c'est vraiment Freud. Léon, excellente idée, il le verse à boire et maintenant exposer le problème à ce monsieur. Ou du bon se lève, monsieur, c'est la guerre. Tous se lèvent. Korkilov, ça vous prend souvent? Ching, pas avec tous les trois tout de même. Au Dubon se rassied, messieurs, rasseyez-vous, je vous en prie. Vous avez mal saisi ma pensée. Au Plantan, mais vous expliquez ça comme un con aussi. Au Dubon, expliquez-le donc, vous. Plantan, écoutez, Wilson, vous êtes impossible. La prochaine fois, je passe le commandement du... C'est quoi, Olivier? GQG, c'est quartier général? C'est GQG, grand quartier général, ok. Quartier général à Dupont. Au Dubon, non, pas cette sale tante. Bon, actuellement, c'est pas tellement politiquement correct de dire ce que c'est la tente. Quand la conférence terminera, je vous dirai ce que c'est. Pas dans le monde moderne, on n'a pas le droit. Mais il y en a plein comme ça chez Vien. Alors, expliquez bien. Ou Dubon, eh bien, monsieur, à la base, se pose le problème de la conjoncture économique actuelle. C'est crucial en un mot de travail, famille, patrie, honneur aux soldats inconnus et aux morts du Mont Valérien, et tous unis derrière le drapeau tricolore. Il se relève. Monsieur, c'est la guerre. Plantan, au Dubon, vous êtes exaspérant. Au Dubon, je vous ai dit que je ne savais pas expliquer. Plantan, bon, alors asseyez-vous, je m'en charge. Eh bien, monsieur, il se trouve que la France, ses industriels et ses agriculteurs, pris à la gorge par une situation implacable, se voient dans l'obligation de recourir à la guerre pour résorber une surproduction gênante. J'ai donc donné mission au général Wilson de la Pétardière, chef de mon JQG, ici présent, de prendre toutes mesures utiles. Et ce crétin a réglé tous les détails sans se demander avec qui nous allions faire cette guerre. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de vous convoquer afin de vous poser franchement la question, y en a-t-il un qui veuille la faire avec nous? Ching, pas moi, c'est trop loin. Korkilov, niet. Vous savez que nous avons des engagements antérieurs. Jackson désigne Korkilov. Oui, enfin, tous les deux, on est déjà d'accord. Léon, messieurs, depuis trop longtemps, la France joue un rôle de second plan en politique internationale. Vous comprenez bien qu'avec un passé historique comme le nôtre, il ne nous est guère possible d'attendre que vous décidiez. Nous devons, dans ce domaine, comme dans celui de la cuisine, de la couture, du champagne ou des parfums, de rester à la tête de la civilisation et de prendre l'initiative en question. Je répète, avec qui? Au Dubon, un peu plus de Beaujolais, Plantan, je vous prie. Francine Le Serre. Korkilov, écoutez, moi, non, ça ne m'intéresse pas. Jackson, nous ne sommes pas prêts. Ching, ce n'est pas possible, ce serait avec un extrême plaisir, mais vous êtes trop loin. Prenez un autre. Plantan, réfléchissez, voyons. Korkilov, vous ne pouvez pas trouver pays comme Venezuela, je ne sais pas moi, ou Terre de Feu. Au Dubon, monsieur, pourquoi pas la principauté de Monaco et notre prestige Ching et l'Angleterre. Plantan, malheureusement, ce n'est plus réalisable. Une néfaste politique d'entente a éliminé cette éventualité depuis des années. Au Dubon, on pourrait peut-être évoquer Jeanne d'Arc ou Facheda. Pourquoi pas Marcel Kébir, alors? Non, ça ne va pas. Et on n'aura pas tous les hôteliers de la Côte d'Azur sur le dos. Korkilov et l'Italie. Léon, il faut tout de même être deux pour se battre. Jackson, écoutez, en tout cas, nous, rien à faire. Les types ne marchent pas pour revenir en France. On les a trop estampés en 1944. Et puis, tous les Français sont des mécréants. Léon, zut, alors c'est sans issue. Ching, sans issue? Vous me faites rire, très honorable Plantan. Et l'Afrique? Léon, quoi, l'Afrique? Déclarez donc la guerre au Maroc ou à l'Algérie. Vous êtes une nation assez glorieuse pour vous débrouiller vous-même. Un territoire aussi considérable. Léon regarde au Dubon qui le regarde, mais il a raison. Au Dubon, il a raison. Léon, mais c'est formidable. Au Dubon, c'est formidable. Ching. Et il me vient même une très modeste idée supplémentaire. Nous vous en prions, Ching. Ching s'incline. Ching Pinting, si ce n'est pas trop vous demander. Léon, parlez, Ching Pinting, Ling Ding. Eh bien, à ce moment-là, si c'est en Afrique, mon très ample pays ne demandera pas mieux que d'être dans le coup. Nous enverrons une division. Korkilov, d'accord, nous aussi. Jackson, excellent. Et j'y pense.
on peut vous envoyer tout un contingent de troupes noires. Ne vous arrêtez pas à l'Algérie et au Maroc, toute l'Afrique. Et ça résout automatiquement le problème racial. On vous envoie les nôtres, ils anéantissent les vôtres et ils restent à leur place, enfin, les survivants. Pas de commentaires, non? Pas de commentaires. Alors, passons maintenant à Eugène Ionesco. Le roi se meurt. Et vous savez ce que c'est Maître Kibir? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui a à voir avec les pays de Maghreb? La France et l'Angleterre. C'est le droit en Algérie où la flotte française a été noyée par la flotte anglaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Waouh! Voilà. Ils ont décidé, ils ont foutu tout ça à l'eau. C'est ça? C'est vrai. Bien sûr. Oui. Oui, vous, Olivier, vous voulez dire? C'était la première fois que les Anglais comme ça. Non. Et même, ils ont fait noyer toute la flotte avec les marins. Oui, oui. Ce qui est encore faisable, vous voyez. 1300 Bretons. Ouais. Les quoi? 1300 marins bretons. C'est fou. Oui, oui, oui. Je n'ai pas lu encore cette pièce, mais j'ai vu, Moi non plus. j'ai aperçu, et dans la préface, dans la description, Mhm. que Vian, en fait, à l'époque, il traduisait les mémoires d'un général américain. Ah, c'est vrai, c'est vrai, Omar Bradley, qui a fait la campagne d'Afrique du Nord. etc. c'est vrai. Et donc, et dans ses mémoires, il voyait bien qu'il y avait, il se plus raconter, qu'il y avait eu beaucoup de querelles entre les généraux anglais et américains pendant la guerre. Et c'est peut-être ça qui lui a donné l'idée. Ce que je veux dire, c'est que Ça, c'est vrai, c'est possible. mais en fait, on voit qu'il y a des références bien réelles. Et Bien réel, tout à fait. Sauf que je ne sais toujours pas s'il l'a traduit après. Bon, je connais jamais les dates par cœur, mais c'est vrai que à un moment donné, pour pouvoir gagner sa vie, parce qu'il était ingénieur et donc le ENAR, comme on dit, c'est-à-dire il sortait de l'école normale. Voilà. Il était aussi inventeur, mais bon, je crois qu'il n'a pas continué dans ce chemin-là. Mais finalement, il a continué à ne plus gagner sa vie il n'a pas pu gagner sa vie en tant qu'écrivain. Il a commencé à être plutôt en nègre, n'est-ce pas? Tout en faisant des chansons. Donc, la question que je me pose, est-ce qu'il l'a pas écrit ou peut-être qu'il a fait des retouches sur ce texte? Parce que j'ai l'impression que le Goûter de généraux a été écrit avant qu'il ait traduit ce texte où il a été obligé de travailler comme nègre. Mais bon. Ah, c'est en même temps, c'est possible, donc ils le connaissent. Ça, ils le savent. Ça c'est sûr. Alors, pour vous dire 2 mots sur la biographie d'Ionesco, ceux qui connaissent pas, parce que c'est quand même important, il était d'origine roumaine de par son père, qui était un parfait salaud, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que ça lui a donné toute une panoplie. J'ai l'impression que tous les personnages salauds de Ionesco, c'est son père. Et je peux vous dire pourquoi, parce que je vous lirai après la pièce autobiographique géniale qu'il a écrite à la fin de sa vie, et sa conversation avec le père qui est magistrale. Son père était salaud dans quel sens? Il était salaud, il était un homme normal qui voulait vivre sa vie. Mais les hommes normaux, là je suis en train de lire en ce moment Heinrich Böll, où il te tue Adam, on voit très bien là de l'extermination des Juifs par des gens qui sont tout à fait normaux. C'est ça. Les gens normaux étaient des gens parfois qui acceptaient n'importe quel pouvoir pour pouvoir gagner leur vie. Donc il a commencé en tant que fasciste. Ensuite, il s'est arrangé entre le moment où la Roumanie n'était plus fasciste et alliée de l'Allemagne et plutôt. Ah, elle l'était toujours? Elle reste jusqu'au maintenant. Ah bon? Et donc après, quand la Roumanie est devenue socialiste comment dirais-je, faisant partie de ces pays du traité de Varsovie, son père est devenu communiste. Donc voilà. Donc il s'est remarié il a détesté sa mère, et donc sa fille, donc c'est-à-dire sa femme avec les 2 enfants, donc la sœur d'Ionesco, il les a complètement plantés parce qu'il était roumain, le père d'Ionesco, Ionescu, son vrai nom, c'était Ionescu, comme Ceausescu, etc., Antonescu. Il est revenu au Bercail, il s'est retrouvé une bonne femme, tout en signant le divorce avec sa première femme, qui était française, et elle ne savait même pas qu'elle était divorcée avec lui pendant des années. 2 ou 3 ans après, avec son fils et sa fille, et elle va regagner Bucarest, vivre tant bien que mal là-bas, et après elle va repartir en France. Et Ionesco, ses premières œuvres ont été écrites, il faisait partie du mouvement antifasciste et tout ça, en Roumanie. Ses premières œuvres étaient de poésie, elles étaient écrites en roman. Et là même, je crois, a écrit quelques pièces en roman, mais pas beaucoup. Et après, elle commence à écrire que des pièces. Alors, une petite anecdote historique, vous savez, la cantatrice chauve qui avait été représentée, comme la leçon d'ailleurs, son autre pièce phare, a été représentée au théâtre de la Huchette. C'est un théâtre qui existe toujours dans le quartier très,
comment dirais-je, très touristique de Paris. Allez le voir un jour si vous voulez, à côté de l'église Saint-Séverin où il y a plein de restaurants grecs. Alors c'est le théâtre où la cantatrice chauve est représentée 2 ou 3 fois par semaine depuis la première. Bon, il y avait une petite rupture, mais après ça a recommencé. Alors ce qui est étonnant, c'est que ils ont fait une sorte d'accord, les comédiens, une sorte de, comme les sociétaires de la comédie française. Ils se sont, d'ailleurs, ils ont installé une sorte de capitale, ils ont commencé à jouer avec presque rien, mais après ils ont signé les papiers comme quoi si tu joues cette pièce, tu vas toucher toujours tant de... Même si tu joues pas, tu fais partie de la première équipe, donc tu vas toucher un tantième un tel pourcent, un petit solde, oui, une petite somme. Finalement, les deux personnes ont refusé, donc ils n'ont rien eu. Certains sont morts, d'autres ont 80 et quelques années, ils touchent toujours en pourcentage de cette pièce qui est toujours représentée. Bon, moi je trouve que la cantatrice chauve, n'en parlons pas. Après, il écrit la leçon et les chaises. Alors, les chaises, on va en parler. La leçon, si vous voulez, j'ai pas le texte devant les yeux, mais lisez-le. Moi, je trouve que c'est un texte extraordinaire parce qu'il parle de l'autorité. Qu'est-ce que c'est l'autorité? Parce qu'on se pose la question, c'est ça, les auteurs comme Ionesco et Vian se posent la question, est-ce que tous les préceptes moraux, est-ce que tous les préceptes religieux, par exemple les gens qui viennent et qui disent tiens c'est bien, voilà, moi je suis ton chef, toi tu m'obéis, ou je suis ton père, tu m'obéis, ou je suis le père de la nation m'obéit. Là, ça va loin quand même. Alors justement, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez lu cette pièce, la leçon. C'est une histoire d'un professeur qui se met de plus en plus en colère contre un seul élève qui vient. Et pourtant, il y a des didascalies de UNESCO que vous pouvez soit faire en décor d'une classe entière où il n'y a qu'un seul élève et un seul professeur. C'est vraiment une classe à l'état réel, c'est-à-dire un peu naturaliste, comme vous voulez. Sinon, tout peut être imaginaire. Mais moi, je pense que si on met en scène cette pièce en Russie, vaut mieux que ce soit une vraie classe où on voit vraiment le tableau, la craie et tout. Et à la fin, l'élève est tellement nul parce qu'il est maltraité, parce que le prof est très autoritaire, que le prof finit par le tuer. Mais c'est la chute qui est la plus importante, parce qu'il y a sa serveuse, sa bonne, qui vient en disant, et on se rend compte que c'est à la maison, chez lui, c'est pas une école. C'est une sorte de... Et c'est aussi ça qui est extraordinaire dans les pièces de ce genre. Vous avez une sorte de société ou d'une sorte de drôle d'état imaginaire qui fonctionne, et à la fin, vous voyez bien que c'est peut-être une pièce ou un rêve, c'est-à-dire quelque chose qui peut s'écraser. Alors c'est ça la différence de la dystopie. Dans les dystopies, l'État reste toujours là. Il va pas disparaître. Il va pas. C'est cet état millénaire auquel croyaient tous les grands usurpateurs du monde depuis Tamerlan et je sais pas qui. Mais en fait, chez les absurdistes, on va dire, ils posent quand même un petit espoir à la fin. C'est ça, je veux dire, c'est ça la différence. Ils disent, ouais, c'est une société qui est mal ficelée, mal organisée, mais elle va se dissoudre peut-être, elle va disparaître parce qu'on va vivre autre chose, c'était un rêve, vous avez mal compris, etc. Alors, il a installé cette classe chez lui à la maison, par contre, la bonne vient quand même en disant, mais monsieur, ça fait le 12e depuis 2 ans. Ça veut dire qu'il a tué déjà 12 élèves. Alors... Je vous demande si Havel n'était pas élève de Caïn. De qui? De Caïn. Oui, c'est ça. Alors maintenant, je vais vous lire un petit extrait, 2 extraits de la pièce qui s'appelle Les chaises. J'ai lu quand j'étais très jeune, j'ai rien compris, mais vraiment rien compris. C'est pour ça que s'il y a des personnes trop jeunes, soyez attentifs quand même. C'est pas forcément quelque chose qui va vous... Ionesco, il faut lire Le Roi se meurt. Ou Les rhinocéros, ça c'est les choses les plus claires. Ah, Le Roi se meurt encore. Vous posez une petite question. Oui. Ce que j'ai pensé tout de suite alors, c'est que, voilà, Beckett, il n'était pas français d'origine. Oui, irlandais. Il n'était pas français d'origine. Oui. Adamov n'était pas français d'origine. Ça veut dire que leur langage du dieu de l'absurde, c'est pas un langage, comment dirais-je, classique ou comment dirais-je, normal français. Je demande aussi aux Français. Leur langage n'est pas tellement pauvre que, ben voilà, il ne suit que pour le théâtre de l'absurde. Si on parlait par exemple de Molière,
Mais moi, je ne sais pas qui a aidé à traduire les textes à Beckett. Aujourd'hui, je me suis rafraîchi dans ma mémoire « Oh, les beaux jours », avec lesquels je finirai peut-être aujourd'hui, de Beckett. Mais c'est extraordinaire comme langage. Je trouve ça très valable. Créer ça avec l'aide de C'est possible, peut-être de sa femme, oui. Ah, voilà. Ça, c'est possible. Quoique pour moi, Ionesco, à mon avis, était bilingue. C'est ça qui explique. C'est ça qui explique tout. Adamov, je sais pas. Il était né peut-être de mère arménienne. C'est vrai que c'est peut-être une bonne question, mais moi, si je peux me permettre, mais je sais pas si je vais avoir une bonne réponse. Moi, je pense que c'est important dans le sens que ça allait. C'est ce que disait Beckett à propos du fait d'écrire en français. Il dit quand j'écris en français, je suis pas aussi virtuose qu'en anglais, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire, ils avaient envie de ne pas être gênés. C'est peut-être mon idée, mais bon, vous l'acceptez ou pas, de ne pas être gêné par le côté très réaliste du langage. Si c'est votre langue mère, ou à moins comme vient, vous acceptez le côté Lewis Carroll, Fred Jarry, etc. Si vous allez, ou comme Apollinaire d'ailleurs, qui était à moitié polonais, si vous allez en dehors des règles du langage, vous avez peut-être plus de liberté. C'est peut-être ça. Alors, les chaises, juste deux extrêmes et qui sont extraordinaires. La vieille. Attendez. Alors, je ne sais pas si je vous avais expliqué la situation de la pièce. C'est un vieux et la vieille qui vivent dans une sorte de l'île. D'ailleurs, c'est la situation qui va se répéter dans Le Roi se meurt, un peu de la même manière. On ne sait pas où est situé le royaume du roi, qu'il est entouré d'une sorte de ravin, etc. Et ils attendent les personnes viennent, voilà, et ils attendent un orateur qui doit venir. Le vieux. Pourtant, pensais-je, je ne suis pas marié. Je suis donc encore enfant. On me maria à l'instant même, rien que pour me prouver le contraire. Heureusement, ma femme m'a tenu lieu de père et de mère. Il affabule complètement parce que sa femme devient sa mère, parce qu'en fait, ils sont là, tous les deux, en train de finir leur vie, si vous voulez. L'orateur doit venir. Ah, il est en train de parler, excusez-moi. Il est en train de parler à l'empereur. L'empereur est venu. Mais l'empereur est aussi invisible, comme tous les autres personnes avec qui ils ont parlé. Ça, c'est un effort très important pour les comédiens. Je voulais dire ça aussi. La petite remarque en tant que comédien et metteur en scène, pourquoi c'est tellement compliqué parfois de mettre ces pièces en scène? Vous devez définir l'espace, est-ce qu'elle est réelle ou imaginaire? Et deuxième chose, il y a quand même une maestria, une maîtrise de la part d'un comédien. Imaginez-vous, les chaises, il y a 3 comédiens sur scène, il y en a 2 qui jouent tous les autres. C'est-à-dire qui jouent les rapports avec tous les autres qui sont invisibles. Bon, bien sûr que le metteur en scène peut trouver une solution et de rendre les autres personnages visibles mais muets ou mimes. Mais à mon avis, ça va perdre la moitié de l'idée parce que tout est dans leur imagination. Et deuxième chose, c'est qu'il y a le 3e personnage, vous le verrez tout à l'heure. Alors justement, ils sont en train de l'attendre. Je ne plaisante pas, leur dis-je. Il dit à l'empereur, « J'aime bien mon papa. » On me répondit, « Il est minuit, un gosse ne se couche pas si tard. Si vous ne faites pas encore dodo, c'est que vous n'êtes pas un marmot. Je ne les aurais quand même pas cru s'ils m'avaient pas dit vous. » La vieille écho, en écho, « Vous. » Au lieu de « tu », la vieille écho, « tu ». Le vieux, pourtant, pensais-je, je ne suis pas marié, je suis donc encore enfant. On me maria à l'instant même, rien que pour me prouver le contraire. Il parle de ses parents. Heureusement, ma femme m'a tenu lieu de père et de mère. La vieille, l'orateur doit venir, majesté. Le vieux, l'orateur viendra. La vieille, il viendra, 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 viendra, il vient, il vient, il vient, il est là, il vient, il est là, il vient, il est là, il est là. Le voilà, la vieille. Silence, interruption de tout mouvement, pétrifié, les 2 vieux fixent du regard la porte numéro 5, la scène est mobile, dure assez longtemps, une demi-minute environ, très lentement, la porte s'ouvre toute grande, silencieusement, puis l'orateur apparaît, c'est un personnage réel. C'est le type du peintre ou du poète du siècle dernier, feutre noir, à large bord. Lavalière, c'est-à-dire une petite cravate. Vareuse c'est une sorte de veste. Moustache et barbiche, l'air assez cabotant, suffisant. Si les personnages invisibles doivent avoir le plus de réalité possible, l'orateur, c'est-à-dire le plus de réalité possible grâce au jeu de comédien. L'orateur, lui, devra paraître irréel. En longeant le mur de droite, il ira comme glissant doucement jusqu'au fond, en face de la grande porte, sans tourner la tête à droite ou à gauche. Il passera près de la vieille sans sembler la remarquer, même lorsque la vieille touchera son bras pour s'assurer qu'il existe. À ce moment, la vieille dira « Le voilà !» Le vieux « Le voilà !» La vieille, qui l'a suivi du regard et continuera de le suivre, c'est bien lui. Il existe.
Il est en chair et en os. Le vieux, le suivant du regard, il existe, et c'est bien lui. Ce n'est pas un rêve. La vieille, ce n'est pas un rêve, je te l'avais bien dit. Ok? Donc, l'orateur qui vient. Voilà. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que le vieux commence à parler aux chaises, parce que les chaises sont présentes. Les chaises, c'est les personnages de cette pièce. Ça s'appelle les chaises, d'ailleurs. Je n'oublie pas, et j'adresse mes plus vifs remerciements, et en sachant que sur ces chaises-là sont présents les personnages qui ne sont pas présents, qui sont son imagination, en sachant que derrière, il y a l'empereur qu'ils ont installé avec beaucoup de pompe, en faisant des révérences et des manières et des singeries, etc. Voilà, l'empereur est là, tout le monde est là, les dames, les messieurs, un capitaine, je ne sais pas quoi, et l'orateur qui se prépare pour faire une oraison, une sorte de, comment dire, pas une oraison, mais je veux dire pour donner un discours. Le vieux, je n'oublie pas, et j'adresse mes plus vifs remerciements aux ébénistes qui fabriquèrent les chaises sur lesquelles vous pouvez vous asseoir, à l'artisan, à droit, la vieille, droit, le vieux qui fit le fauteuil dans lequel s'enfonce mollement votre Majesté, ce qui ne l'empêche pas cependant de conserver un esprit dur et ferme. Merci encore à tous les techniciens, machinistes, électrocussiens, aux fabricants de papier et aux imprimeurs, correcteurs, rédacteurs, à qui nous devons les programmes si joliment ornés, à la solidarité universelle de tous les hommes. Merci, merci à notre patrie, à l'État. Il se tourne du côté où doit se trouver l'empereur, dont votre Majesté dirige l'embarcation avec la science d'un vrai pilote. Merci à l'ouvreuse, la vieille éco-ouvreuse heureuse. Il montre du doigt la vieille vendeuse de chocolat glacé de programme. Gramme, mon épouse m'accompagne, c'est Méramis, pousse, pagne, miss. Ah, mon chou, il n'oublie jamais de me citer. Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide financière ou morale, précieuse et compétente, contribuant ainsi à la réussite totale de la fête de ce soir. Merci encore, merci surtout à notre souverain bien-aimé, Sa Majesté l'Empereur. Ensuite, il va donner un monologue. Vous allez le lire, il est très très beau. Et la vieille et le vieux vont, peut-être je ne vous raconte pas si vous voulez lire la pièce, il va leur arriver quelque chose. Voilà. Et le bonhomme, qui est l'orateur qui est resté immobile, impassible devant la scène du double suicide, malheureusement ça, bon, se décide au bout, j'ai vendu la mèche, se décide au bout de plusieurs instants à parler, face aux rangées de chaises vides, elle fait comprendre à la foule invisible qu'il est sourd et muet. Il fait des signes du sourd-muet, muet. Et fort désespéré pour se faire comprendre, puis il fait entendre des râles, des gémissements de son guttureau de muet. Ok, c'est du français. Voilà, et après, il va écrire adieu, papa, adieu, et c'est-à-dire adieu, adieu, Dieu. Ça va donner adieu, Dieu. Voilà, et donc la pièce se termine plus ou moins là. Je vais vous lire quand même un autre extrait, sans trop parler de cette pièce, vous allez lire vous-même, ça s'appelle L'Impromptu de l'Allemand. Bien sûr, c'est sa façon de parler, sa façon de faire un signe et une révérence, dans un bon sens du terme, à Molière, parce que l'Impromptu, il y a une pièce qui existe, qui s'appelle L'Impromptu de Versailles, où Molière parle à ses comédiens. Ici, c'est un peu différent, parce qu'il y a 3 Bartholoméus, qui sont les 3 critiques qui viennent critiquer Ionesco en tant qu'auteur, et Ionesco est présent ici comme Molière est présent dans l'Impromptu de Versailles. Bartholoméus II, il ne faut tout de même pas qu'il soit indigent. Bartholoméus I, au moins il n'est pas beau, il ne souffre pas de la maladie esthétique. Bartholoméus II, votre costume doit être soumis à un traitement minutieux et réfléchi. On veut faire tomber le pantalon de Ionesco. Celui-ci proteste. Monsieur, c'est indécent. Votre costume doit être déchirant. Ionesco, ne le déchirez pas, j'en ai pas d'autres, c'est vraiment le seul. On met un autre pantalon par-dessus le pantalon de Ionesco, Bartholoméus I. Et maintenant, la politique du signe, mettez-lui les signes. Alors, ce qui est très... Je ne vais pas lire tout le texte parce qu'il est extraordinaire quand même. Pendant toute cette pièce qui tient en un seul acte, l'Impromptu de l'Allemand, on oblige Ionesco de transformer sa pièce en une sorte de théâtre d'Ionesco, mais ils le savent beaucoup mieux ce que c'est comme théâtre ultra-moderne, symbolique et absurde, beaucoup plus que lui. Donc, ils mettent par exemple des pancartes, ceci, comme Magritte, ceci n'est pas un meuble, le meuble est réel, etc. Et à la fin, il dit une sorte de discours, je vais vous lire un extrait.
Il y a une dame qui veut laisser entrer, c'est la femme de ménage, on la laisse pas entrer, finalement on la laisse entrer, et elle chasse finalement plus ou moins dans un coin les trois critiques. Ionesco, merci Marie. Puis au public de la salle, mesdames, messieurs, il sort un papier de sa poche, met des lunettes, mesdames, messieurs, le texte que vous avez entendu est puisé en très grande partie dans les écrits de docteurs ici présents. Si cela vous a ennuyé, ce n'est guère ma faute. Si cela vous a diverti, l'honneur ne m'en revient pas. Les ficelles bien grosses m'appartiennent ainsi que les répliques moins réussies. C'est-à-dire au départ, les trois personnages viennent en lui demandant s'il a écrit la pièce et il lit exactement ce qui vient de se passer pendant 5 minutes sur scène. C'est-à-dire, il dort, on frappe à la porte, vient Bartholomeus I, il lui demande la pièce, il dit « j'ai trouvé un metteur en scène », il dit « ça y est, mais j'ai une esquisse » et il lui lit exactement à haute voix ce qui vient de se passer. Et après, il y a les deux autres critiques qui viennent qui l'embêtent, voilà. Les ficelles bien grosses m'appartiennent ainsi que les répliques moins réussies. Bartholomeus I, il montre Bartholomeus I étant pédant. Bartholomeus, il montre Bartholomeus II aussi étant pédant. Hésitation, Bartholomeus, lui, il montre Bartholomeus III étant sauce en pédanterie. Je reproche à ces docteurs d'avoir découvert des vérités premières et de les avoir revêtues d'un langage abusif qui fait que ces vérités premières semblent être devenues folles. Seulement, ces vérités, comme toutes les vérités, même premières, sont contestables et elles deviennent dangereuses lorsqu'ils prennent l'allure de dogmes infaillibles. Et lorsqu'en leur nom, les docteurs et critiques prétendent exclure d'autres vérités et diriger, voire tyranniser la création artistique. Voilà. Et à la fin de ce discours, parce que Ionesco est très... Alors, à mon avis, c'est un des auteurs du tas de l'absurde qui soit le plus moliérien, c'est-à-dire le plus proche de Molière. Il est très... Lui, quand même, je pense qu'il est assez virtuose dans les jeux de langage et dans la psychologie. C'est pour ça qu'à la fin... il fait semblant, c'est-à-dire le personnage d'Ionesco, l'auteur, commence à se gargariser, à se vanter d'avoir compris que ces gens-là pourchassaient la vérité. Et c'est là que les trois Bartholomeus lui disent « Mais vous n'êtes pas en train de devenir dogmatique vous aussi ?» Et là, il y a une très bonne réaction d'Ionesco. Mais que faites-vous, Marie? Que faites-vous? Ah, c'est plutôt, oui, c'est-à-dire, non, Marie qui est arrivée tout près d'Ionesco pendant qu'il prononçait cette dernière phrase, met brusquement la robe sur les épaules de celui-ci. Mais que faites-vous, Marie? Que faites-vous, Bartholomeus? Ah, vous prenez déjà au sérieux, Ionesco? Si je me prends au sérieux, non, si, c'est-à-dire non, Bartholomeus III, vous devenez académique à votre tour. Et il faisait partie de l'Académie française à l'époque déjà. Bartholomeus I, car ne pas être docteur, c'est encore être docteur. Bartholomeus II, vous détestez qu'on vous donne des leçons et vous-même, vous voulez nous en donner une. La leçon, souvenons de cette pièce. Vous êtes tombé dans votre propre piège. Ah, ça, c'est ennuyeux, Ionesco. Marie, une fois n'est pas commune. Excusez-moi, je ne le ferai plus, car ceci est l'exception. Marie, et non pas la règle. Alors ça, c'est Ionesco. Et il y a aussi sa pièce qui... Bon, on va pas parler du rhinocéros. Vous avez compris, j'ai pas des citations, mais c'est extraordinaire. Lisez cette pièce en russe ou en français. Elle est extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Vous avez compris. C'est une histoire d'une petite ville de Provence, on va dire en France. Le personnage principal, il s'appelle Béranger. Il fait partie des autres pièces de Ionesco, notamment, si je me trompe pas, Le tueur s'engage. Mais là, il a vraiment peur que les gens deviennent rhinocéros, et les gens viennent le voir, et là, Ionesco évoque beaucoup de choses. Il évoque cette approbation tacite de n'importe quel régime, on peut dire même le régime macartiste aux États-Unis, le régime de l'occupation en France, etc., ou le régime nazi, c'est-à-dire quand les gens ferment les yeux et les oreilles pour croire que cette réalité, encore une fois, la réalité sociale, cette société qui est construite, est la meilleure du monde. Et il n'y a rien d'autre. Ils ne le font pas du tout, mais ils le font pas à pas. Pas à pas. Merci de dire ça, parce que justement, c'est ça, la métaphore s'installe de plus en plus. Et c'est fini, c'est foutu. Tu es déjà un rhinocéros. Voilà. Voilà, c'est ce que dit... Deux ou trois pas font pas rhinocéros. Mais dis pas. Dis pas, c'est tout. Votre prénom, c'est Valérie. Comme dit Valérie, c'est extraordinaire, parce que c'est ce que je disais. C'est ça aussi la force des pièces de ce genre. C'est que vous vous rendez pas compte si c'est la vérité ou si c'est une blague. Vous vous rendez pas compte si c'est la réalité telle qu'elle ou si c'est déjà noir sur blanc et si c'est comme ça et pas autrement. Parce que c'est une sorte de métaphore qui
qui s'installe au fur et à mesure. Mais comme a dit Valérie, à la fin, il se retourne et il y a des rhinocéros partout et lui, il le devient aussi. Voilà. Alors, donc ça, c'est un extrait de la... Ouais, c'est UNESCO. UNESCO, oui, c'est vrai. Alors, deux petits extraits de la pièce que j'adore, Le roi se meurt. C'est un roi qui est vieux, encore une fois de plus. Si je vous raconte la pièce, c'est dommage, parce que comme ça, vous n'allez pas la découvrir. Donc, je vous propose de la découvrir. Le roi. Et donc, on lui dit qu'il doit mourir. Et là, sa première femme qui le veut absolument et qui a une sorte de complot avec le docteur, et sa deuxième femme, qui est plus jeune, qui n'accepte pas du tout. Le roi, mourir dignement, à la fenêtre. Au secours, votre roi va mourir. Marie, qui est la femme qu'il aime. Pauvre roi, mon pauvre roi. Juliette, cela ne sert à rien de crier. Le roi, vous entendez? Marie, moi j'entends. On me répond, on va peut-être me sauver. Juliette, il n'y a personne. Le médecin, ce n'est rien d'autre que l'écho qui répond avec retardement. Marguerite, le retardement habituel? Ah, Juliette, excusez-moi, c'est la servante. Marguerite, c'est la méchante. Le retardement habituel dans ce royaume où tout fonctionne si mal. Le roi qui tend la fenêtre. Ce n'est pas possible, revenant à la fenêtre, j'ai peur. Ce n'est pas possible. Marguerite, il s'imagine qu'il est le premier à mourir. Marie, tout le monde est le premier à mourir. Marguerite, c'est bien pénible. Juliette, il pleure comme n'importe qui. Marguerite, sa frayeur ne lui inspire que des banalités. J'espérais qu'il aurait eu de belles phrases exemplaires. Au médecin, je vous charge de la chronique. Nous lui prêterons les belles paroles des autres. Nous en inventerons au besoin. Médecin, nous lui prêterons des sentences édifiantes. À Marguerite, nous soignerons sa légende. Au roi, nous soignerons votre légende, Majesté. Le roi à la fenêtre, peuple au secours, peuple au secours. Vas-tu finir, Majesté? Tu te fatigues en vain. Le roi à la fenêtre, on veut me donner sa vie? Qui veut me donner sa vie? Qui veut donner sa vie au roi? Sa vie au bon roi? Sa vie au pauvre roi? Marguerite, indécent. Marie, qu'il tente toutes ses chances, même les plus improbables. Juliette, puisqu'il n'y a personne dans le pays. Marguerite, il y a les espions. Le médecin, il y a les oreilles ennemies qui guettent aux frontières. Marguerite, sa peur va nous couvrir tout de honte. Le médecin, l'écho ne répond plus, sa voix ne porte plus. Il a beau crier, sa voix s'arrête. Elle ne va même pas jusqu'à la clôture du jardin. Marguerite, tandis que le roi gémit, il bugle. Bugle, ça veut dire il bégaye, quoi. Bugle, non, plutôt c'est comme un bœuf. Mou. Le médecin, il n'y a plus que nous qui l'entendions. Lui-même ne s'entend pas. Le roi, j'ai froid. J'ai peur. Je pleure. Marie, ses membres s'engourdissent. Le médecin, il est perclus de rhumatisme. À Marguerite, une piqûre pour le calmer? Le roi, je ne veux pas de piqûre. Marie, pas de piqûre. Le roi, je sais ce que cela veut dire. J'en ai fait faire. À Juliette, je ne vous ai pas dit d'apporter ce fauteuil. Je vais me promener. Je vais prendre l'air. Assieds-toi dans le fauteuil, tu vas tomber. Je n'accepte pas, je veux rester debout. Oh, Juliette, vous seriez mieux, sire, plus confortable avec une couverture sur le genou et une bouillotte. Non, je veux rester debout, je vais hurler. Le garde annonçant, Sa Majesté hurle. Le médecin Marguerite, il ne va pas hurler longtemps. Hein. Je connais le processus. Il va se fatiguer, il s'arrêtera, il nous écoutera. Le roi à Juliette, je vous défends. Marguerite, assieds-toi vite, assieds-toi. Je n'obéis pas. Le roi veut se monter les marches du trône, n'y arrive pas. J'ai pas vu qu'il y avait des didascalies, mais il y en a beaucoup. Il n'y arrive pas, il va s'asseoir tout de même en s'effondrant sur le trône de la reine à gauche. En fait, il s'effondre tout le temps pendant tout ce dialogue. Excusez-moi, les didascalies étaient plutôt à gauche du texte. Je tombe malgré moi. Juliette, après avoir suivi le roi avec les objets indiqués ci-dessus, va les remettre dans le fauteuil à roulettes. Marguerite à Juliette prend son sceptre, il est trop lourd. Le roi à Juliette qui revient vers lui avec un bonnet. Je ne veux pas de ce bonnet. On ne lui en met pas. Juliette, c'est une couronne moins lourde. Le roi, laisse-moi mon sceptre. Marguerite, tu n'as plus la force de le tenir. Le médecin, plus la peine de vous appuyer dessus. On vous portera, on vous roulera dans le fauteuil. Je veux le garder. Marie à Juliette, laisse-lui le sceptre puisqu'elle le désire. Juliette regarde la reine Marguerite d'un air interrogateur. Marguerite, après tout, j'y vois pas d'inconvénient. Juliette rend le sceptre au roi. Le roi, ce ne peut être pas vrai. Dites-moi que ce ne peut être pas vrai. C'est un cauchemar. Silence des autres. Il y a peut-être une chance sur 10, une chance sur 1000. Silence des autres, le roi sanglote. Je gagnais souvent à la loterie. Le médecin, Majesté, je ne veux plus vous écouter, j'ai trop peur. Le roi sanglote et le gémit. Marguerite, tu dois écouter, sire. Le roi, je ne veux pas de vos paroles.
Elles me font peur, je ne veux plus entendre parler. Un mari qui voulait s'approcher de lui, n'approche pas toi non plus. Ta pitié me fait peur. Le roi gémit de nouveau. Il est comme un petit enfant. Il est redevenu un petit enfant. Marguerite, un petit enfant barbu, ride moche. Que vous êtes indulgente, Juliette à Marguerite, vous ne vous mettez pas à sa place. Le roi, parlez-moi, au contraire. Parlez, entourez-moi, retenez-moi, qu'on me soutienne. Non, je veux fuir. Il y a tout un tas de belles réparties quand vous allez lire la pièce. C'est peut-être mieux de vous lire des moments importants d'émotion, de leur confrontation. Vous voyez aussi, c'est une pièce comme une autre. Il y a les personnages, ils expriment leur désir, leur chagrin, leur tristesse, mais en même temps, ils s'entrechoquent. Mais dans une drôle de situation, parce que les deux personnages ont décidé de former un complot que le roi doit mourir. Vous allez lire la pièce, vous allez voir s'il va mourir. Ça, je vous dis rien. Et comment on va devenir son royaume. Par contre, il y a des reparties extraordinaires. À un moment donné, il dit, bon, est-ce que nous avons encore les jeunes? Non, Majesté, avec ce qu'on a comme argent dans le royaume, avec des guerres permanentes, on n'a plus de jeunes. On a quelques débiles dans les écoles. Débiles? Il dit, oui, parce qu'en fait, tous les enfants qui naissent actuellement sont attardés mentaux. Bon, je cite un peu librement, mais c'est ça l'idée. Alors il dit, et mes ministres, ils sont tous partis, ils ont traversé la frontière, vous savez, derrière la rivière. Il y en a quelques-uns qui sont noyés et ils sont allés à la pêche. Non, il dit pas qu'ils ont traversé la frontière parce que ce royaume n'a pas de frontière. Ils sont traversés la rivière et on ne sait pas où ils sont. Certains se sont noyés. Et après, à un moment donné, il a dit, mais les ennemis, on était entourés des ennemis. Vous savez, notre royaume est entouré d'un ravin, d'un trou. Et ça s'affaisse de plus en plus, c'est-à-dire c'est comme une sorte de rocher qui reste tout seul. Et peut-être qu'un jour ça va s'écrouler. Et donc les ennemis sont très loin en majesté. Donc finalement c'est une sorte d'image d'un royaume qui devient une sorte de bulle de savon. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette pièce. Et à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce que c'était comme royaume, qu'est-ce que c'était comme roi? Et un truc très drôle aussi, hilarant, c'est quand il dit... Bon, je ne vais pas lire un autre extrait, vous verrez ça vous-même. C'est quoi la date de cette pièce? Quand il... Pas le 23 mars 2000. Je vais vous dire parce que j'ai sa biographie. Mais pour vous dire, ce qui est drôle, quel mars vous dites? Le 23 mars. Le 23 mars 2023. 2023, d'accord. Non, c'est pour vous dire ce qui est extraordinaire dans cette pièce de Ionesco. Oui. Oui, très contemporaine. C'est qu'à un moment donné, il dit, mais moi, j'étais génial. J'ai fait toutes les conquêtes. J'étais Napoléon, j'étais Genghis Khan, je sais pas. Il cite les grands généraux du passé. Et à un moment donné, il dit, et aussi, j'ai écrit toutes les pièces de Shakespeare. Et le médecin dit, c'était vous parce qu'on avait des doutes. Ça, c'est extraordinaire. Donc, pour finir un peu, je voudrais vous donner aussi un petit extrait d'une pièce qui a été écrite un peu avant ces grandes pièces de Ionesco. Alors, Ionesco, sachez-vous bien, il y a, à part la cantatrice chauve, tout en respectant que c'était le premier texte qui a vraiment brillé sur le firmament de l'absurde français, on va dire quand même que ces grandes pièces, il y en a 4, ou 3, ou 4. Le roi se meurt, non, la leçon, les chaises, le roi se meurt, les rhinocéros. Ça, c'est extraordinaire. À part ça, vous avez des pièces qui sont assez étranges, notamment Jacques ou la soumission. Et c'est une pièce assez absurde, mais pas jusqu'au bout, parce que certaines des pièces de Ionesco, comme certaines pièces de Beckett, il n'y en avait pas de tonnes, mais quand même, étaient assez réalistes. C'est-à-dire, je dirais pas sur le plan de l'atmosphère, parce que moi, j'ai presque envie de dire que l'absurde, ça commence par Kafka, mais aussi l'absurde sur les tréteaux de théâtre, c'est Tchekhov. Quelque part, certains personnages ont une drôle de manière de se... c'est-à-dire, leurs dialogues, leurs monologues sont parfois un peu drôles, un peu désaxés. C'est un peu ça. Donc, elle a senti ça avant que le XXe siècle installe cette idée. Voilà. Et donc, justement, on voit ça chez Vian. Ouais, voilà. Donc, les 4 pièces de Ionesco, lisez ça. À part ça, vous pouvez lire Jacques ou la soumission, où où les parents veulent marier leur fils, et lui, il a dit qu'il a besoin d'une femme. Je vous raconte pas tout, juste un petit détail. Une femme qui a 3 bras et 3 yeux.
Et elle arrive. Parce qu'à un moment donné, il y en a une qui arrive qui est normale, donc tout va bien. Alors, après, il y a le guetteur du ciel, je la connais un peu moins. Les victimes du devoir, c'est très très drôle, mais c'est un peu étrange. C'est un bonhomme qui se présente de la part de la police nationale et qui commence à courtiser une femme d'un homme chez lui, dans leur chez lui, dans le, comment dirais-je, dans un appartement. Et en fait, ils ont peur parce que, justement, là, il rejoint Vian, parce qu'ils étaient copains. On entend des émeutes dehors dans la rue, et dans ce coup, il y a le policier, on pense qu'il va le défendre, pas du tout, il va coucher avec sa femme, etc. Les victimes du devoir. Et aussi, le tueur s'engage, où le personnage principal s'appelle Béranger. C'est visiblement le même Béranger, mais dans une autre situation. Mais lisez ça parce que c'est très intéressant. Alors, ça, c'est une des pièces aussi de Vian qui est extraordinaire. Elle s'appelle Les bâtisseurs d'empire ou le Schmürz. Si vous pouvez le trouver, bien sûr, en français, parce qu'elle n'a pas été traduite. Alors ça, c'est extraordinaire parce que vous ne comprenez pas tout de suite, mais vous sentez l'atmosphère. Vous ne comprenez pas tout de suite où est le problème. Et comme je vous avais dit, dans toutes les pièces de ce genre, tout est anodin dans le comportement des personnages, mais rien n'est anodin dans les situations vitales, dans les situations sociales, dans la société, dans le monde où ils vivent. Parce que le monde est désaxé, le monde frise, on peut dire, l'apocalypse, un peu, d'une certaine manière. Et ils se rendent compte, les personnages, à un moment donné, qu'il y a un bruit, mais bon, ils se rendent compte, c'est-à-dire ils l'entendent. Et ce bruit-là les oblige à déménager pendant toute la pièce. Ils vont déménager de 3 pièces à 2 pièces, de 2 pièces à 1 pièce. Et après, il va rester, bon, vous verrez, le personnage tout seul. Voilà. Bon, père, cela me stupéfie, voilà tout. J'ai complètement oublié. Il frappe dans ses mains. Alors, cruche, ce rangement. Cruche, c'est la bonne. Ça se termine, il inspecte autour de lui. C'est gentil ici. La mère va au Schmürz. Et oui, et il y a un personnage un peu étrange qui va qui va représenter la conscience du père. C'est le Schmürz. C'est un drôle de bonhomme. On ne sait pas comment il est habillé. Donc ça, c'est au metteur en scène d'en décider. Qui est assis dans un coin et il le bat sans arrêt. Voilà. La mère va au Schmürz et le frappe à coups de pied. Zénobie qui regarde le buffet, c'est la fille. C'est affreux. Père, comment? Tu es pas contente? Combien de temps est-ce que ça va continuer? Combien de fois est-ce qu'on va être obligé de se précipiter comme ça dans les nuits, en laissant la moitié des choses derrière nous, tous les coins qu'on connaît, le soleil, les arbres? Mais écoute, on a encore de la chance, regarde cet escalier. Oh, il n'a rien d'extraordinaire, ça, la petite a raison. C'est la mère. Je prétends qu'il n'est pas mal, un escalier comme ça, même en pleine obscurité, on peut le grimper. Il essaie en se lançant vivement, puis redescend. Mère, il est moins bien que le précédent. Père, il doit être pareil. Ils ont déjà déménagé une fois. Il doit être pareil. Il se possède les mains. La fille, mais comment peux-tu être de si mauvaise foi? En bas, j'avais ma chambre. Comment? En bas, on avait 3 pièces, comme ici. Tu couchais dans le studio. Mais non, je ne parle pas d'hier. Je veux dire en bas, bien avant. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà déménagé 3 ou 4 fois. Père à la mère, elle avait sa chambre? Je ne me rappelle pas très bien. À Zénobie, tu avais ta chambre? Oui, j'avais ma chambre à côté de la vôtre, en face du petit salon. Comment, du petit salon? Le petit salon avec ses fauteuils rouges foncés et la glace de Venise et les jolis rideaux en soie rouge, le tapis rouge et le lustre doré. Zénobie, tu es sûr de ce que tu dis? Oui, je suis sûr de ce que je dis. Père, moi, je ne me souviens pas de ça. Par conséquent, comme toi, une enfant, c'est bien pour ça. C'est les jeunes qui se souviennent, les vieux, ils oublient tout. Père, Zénobie, respecte tes parents. Zénobie, il y avait 6 pièces. 6 pièces, c'est bien, quel entretien, la mère. Zénobie et Cruche avait sa chambre aussi, et il n'était pas là. Qui ça n'était pas là? Zénobie, lui, du doigt, elle désigne le Schmürz immobile. Il y a un très long silence. Mère attentive, Zénobie, ma petite fille, de qui parles-tu? Alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est là qu'on voit le côté métaphysique du théâtre. Vous voyez très bien, bel et bien, en tant que spectateur, en SDF, qui vit avec eux, qui ne prononce rien, qui s'appelle Schmürz, mais les 3/4 de la pièce, pendant les 90% de l'action, sauf Zénobie, personne ne le remarque. Donc ça veut dire que vous, les spectateurs, vous le remarquez, la fille aussi, mais les parents, tout en lui assénant les coups, tout en lui donnant des coups, ne le remarquent pas. Mère attentive, Zénobie, ma petite fille, de qui parles-tu? Père, Zénobie, tu devrais te reposer. Entre-temps, Cruche est sortie de côté jardin. Le père et la mère s'approchent de Zénobie. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Elle s'approche du Schmürz et lui tape dessus. Tu vas bien? Elle halète. Zénobie perd pied. On avait 6 pièces, on y était seuls, des arbres devant les fenêtres. Père hausse les épaules des arbres. Il s'approche du Schmürz, tape dessus. Des arbres. Il s'essuie les mains.
Zénobite est cabinet tout blanc. Cruche rentre. Cruche, monsieur, quoi encore? Il n'y a que 2 pièces ici. Alors où est-ce que je vais coucher? Eh bien, nous allons nous mettre à côté, ma femme, ma fille et moi. Et vous dormirez ici. Cruche décisive froide, non. Père rit, gêné, non. Elle dit non, voilà, eh bien, mère au père, tu vas lui faire une cloison à Cruche. Dur, est-ce que vous allez vous décider au moins? Cruche hausse les épaules, si monsieur me fait une cloison. Ah, ça c'est extraordinaire aussi parce que c'est passé dans le cinéma. Si vous regardez le cinéma hollandais, notamment, comment il s'appelle, Stelling, ou Joe Stelling, ou comment il s'appelle aussi, parce que moi, c'est sûr qu'ils ont lu tout ça. Warmerdam, Alex van Warmerdam. Quand vous voyez une situation, les gens vivent d'une drôle de manière, ils sont tous un peu imbéciles, mais en même temps, soit ils ne se rendent pas compte qu'ils sont imbéciles, soit, et c'est beaucoup plus grave sur le plan de diagnostic social, ils s'en rendent très très bien compte. Mais c'est mieux de vivre comme ça. C'est beaucoup plus facile de dire que le schmurz n'existe pas et de lui taper dessus, parce que comme un autre personnage dans une autre œuvre de Boris Vian qui s'appelle La Gloire, dans L'Arrache-Cœur, un bonhomme qui fait son boulot, c'est aussi très paradoxal, très fantastique. Il nage dans une sorte de flaque, énorme flaque, et les gens y jettent des trucs dont ils n'ont pas besoin, et lui il les attrape avec les dents et il les porte à un autre rivage, et le personnage qui est un psychanalyste lui pose la question, pourquoi vous faites ça? Il dit, notre village en a besoin parce que personne d'autre ne le fait. Donc vous voyez, c'est un côté un peu freudien, tourné à l'absurde, tourné justement à l'absurde, tourné au vinaigre, quand on dit que tous les côtés cachés, un peu étranges, tous les travers humains, peuvent ressortir de façon à ce qu'on le voit, net, bel et bien, mais en même temps, ils font figure de ne pas remarquer ça. Non, ça n'existe pas. Et pour finir, j'ai un texte de Beckett, je finirai avec Ionesco, il a vécu le plus longtemps que tous les autres. Bon, vous connaissez Beckett, Beckett c'est extraordinaire. Alors, en attendant Godot, j'ai pas trouvé ici, je l'avais pas sur moi uniquement en russe, donc vous le lirez, c'est extraordinaire. Mais je vous avais un peu raconté l'histoire, non? Ça sert à rien de la raconter parce qu'on la comprend pas, il faut la lire, il faut la voir. C'est les 2 hommes qui s'appellent Vladimir et Estragon, qui sont là à attendre qui? Godot. En fait, ils n'attendent pas Godot. En fait, et c'est ça qui est assez intéressant. En fait, ils attendent le garçon qui va leur dire ce que M. Godot est là. Alors, deuxième chose, c'est qu'il y a 2 autres personnages qui viennent là et qui présentent, on peut dire aussi de façon psychanalytique, leurs idées cachées. Mais c'est pas forcément ça, parce qu'à un moment donné, ils interviennent, ils sont pas d'accord, parce que Pozzo et Borgo, j'oublie toujours qui est le plus méchant, à un moment donné c'est lui le maître, c'est l'autre l'esclave, après ça change. Et de toute façon, chaque fois que les Pozzo et Borgo apparaissent sur scène, ils apparaissent 4 fois, 2 fois dans le premier acte, 2 fois dans le deuxième, c'est tout le temps la situation qui est complètement différente. Et ce qui est extraordinaire, la maîtrise de Beckett, qui était un grand écrivain quand même, c'est que chaque fois, quand j'ai lu ça, relisez ça, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, chaque fois que le Pozzo et Borgo arrive, vous pensez, ce sont des cons parfaits et ça va rester comme ça. Leur apparition numéro 2, ce sont encore une fois des cons parfaits, mais ça change complètement. Et c'est-à-dire, pas cons parfaits, mais je veux dire des gens étranges, des gens un peu malades, des malades mentaux, à la limite, mais qui représentent de façon très ancrée, parce que bon, lui, il faisait partie de 2 pays, l'Irlande, 3 pays, on va dire, l'Irlande, l'Angleterre et la France, et il faisait partie aussi de la résistance, donc c'était un drôle de bonhomme parce qu'il n'a jamais voulu d'avoir des enfants, contrairement à 2 autres. Je n'ai pas parlé de Genet, mais si on a le temps, mais après. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on ne comprend pas comment ces personnages-là changent, et chaque fois, c'est une sorte d'illustration. C'est à vous de voir en tant que spectateur ou lecteur. Est-ce que c'est l'illustration de leur, comme je dis, travers et côté caché psychologique, ou est-ce que c'est les illustrations de la société dans laquelle nous vivons? Parce que c'est toujours ça. On pose la question, et l'auteur pose la question, est-ce que notre société est tellement bien organisée? Est-ce qu'elle donne suffisamment de la liberté aux hommes? Et qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste d'attendre Godot. Et les 2 autres stupides là qui viennent, ce sont 2 clowns stupides, à la limite, voilà, justement. Ce sont 2 clowns, ça peut être traité aussi comme ça, en blanc et en roux, comme on fait au cirque, et chaque fois, elle représente des travers de notre vie commune, etc., etc. Alors, ensuite, elle a écrit Fin de partie. Fin de partie, à mon avis, c'est très compliqué de mettre en scène, mais c'est très drôle. C'est un bonhomme qui est là. Il a son serviteur. Il a décidé que c'est son serviteur, parce que chez Beckett, c'est ça qui est extraordinaire chez Beckett. Les relations entre les personnages ne sont jamais définies.
c'est les personnages qui décident qu'ils sont amis. C'est les personnages qui décident, je suis ton maître, tu es mon serviteur. Après, ça peut changer. Et là, ici, on le voit très bien que Ham, le personnage principal, s'appelle Ham. Il a Clovis et Ham. Non, Ham, c'est son serviteur, justement. Clovis, il l'oblige. Il l'a asservi depuis longtemps, on ne sait pas depuis combien, mais l'autre ne l'accepte pas forcément. Mais c'est lui, dans sa tête, qui a décidé qu'il va faire des choses. En même temps, il y a tout le temps une sorte de mouchoir ici qui lui ferme le visage, le Clovis en question. Et c'est très rarement qu'il regarde et chaque fois il veut être assisté. Enlève-moi le mouchoir, aide-moi à marcher. Et il bouge presque pas. Donne-moi à manger, etc. Et son père et sa mère, le père et mère de Clovis, ils sont dans des sortes de boîtes. Ils sont vivants d'ailleurs. Ils regardent tout le temps là, s'ils sont vivants. Mais ils sont en train de dormir ou être dans un état d'une sorte de léthargie. Et ils sont dans des boîtes comme des boîtes à ordures. Voilà, drôle d'histoire. Où ça va, où ça arrive, vous allez voir, parce que c'est très étrange chez Beckett, c'est très métaphysique. Et ça, c'est une pièce extraordinaire, Oh les beaux jours. Ça a été représenté par Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Vous connaissez sans doute, c'était un couple vénérable du théâtre français, mise en scène par Roger Blanc qui adorait Beckett. Par exemple, alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 2 actes de cette pièce, 2 parties. À la première partie, le personnage, comme vous le voyez, non, c'est plutôt la deuxième partie. À la première partie, le personnage de Vigny. Vigny, c'est la fille, oui. Elle est enterrée dans une sorte de mamelon de terre. Mamelon de terre, c'est-à-dire une colline, une petite colline. Elle est enterrée jusqu'au, on va dire, jusqu'à la poitrine. Elle est un peu décolletée, assez jolie, avec une grande poitrine, mais en fait, elle a déjà un certain âge. Et derrière, il y a son bonhomme de mari, dont on voit de temps en temps, il parle très rarement, on voit qu'il lit le journal, on voit sa main, on voit sa tête, etc. Et au deuxième acte, elle va être enterrée, vraiment mise sous terre, presque sous terre, et on voit que sa tête, jusqu'au cou. Alors, 2 petits extraits. Willy lisant, Willy lit le journal. Recherche un jeune homme vif. Entend, elle porte la toque vers sa tête, c'est-à-dire Vigny, arrête le geste, enlève ses lunettes, regarde devant elle, lunettes dans une main, toque dans l'autre. Vigny, mon premier bal, entend. Mon second bal, entend, elle ferme les yeux. Mon premier baiser, entend. Willy tourne la page. Vigny ouvre les yeux. En kinésie ou en mécanothérapeute des moulins, ou du moulin, voire des moulins, est-ce à la fin, c'est encore possible. Moustache fauve très drue, révérencieusement reflet carotte, entend dans un réduit de jardinier, mais chez qui mystère? Point de réduit de jardinier chez nous, et chez lui à coup sûr, pas l'ombre d'un réduit de jardinier. Elle ferme les yeux, je revois les piles de pots à fleurs, entend les bottes d'échalote, entend l'ombre s'épaississant parmi les poutres. Je lis très rapidement, parce que le temps nous presse, mais en fait c'est très lent. Parce qu'entend, ça veut dire une pause. Entend. Elle ouvre les yeux, chausse ses lunettes, porte la toque vers sa tête, geste arrêté par la voix de Willy. Elle n'arrive toujours pas à mettre son chapeau. Willy lisant « Coquet de pièces, calme soleil ». Entend, Vigny met vivement sa toque, cherche la glace. Willy tourne la page, Vigny ramasse la glace, inspecte sa toque, dépose la glace, se tourne vers le sac. Le journal disparaît, Vigny farfouille dans le sac, en sort une loupe, revient de face, cherche la brosse à dents. Le journal réapparaît, plié, le journal derrière de son mari, et évente le visage de Willy, main invisible. Vigny ramasse la brosse à dents, Vigny la fille, et en examine la fille, la dame. En examine le manche avec la loupe, Vigny solennellement garantit. Willy s'arrête de se vanter avec le journal. Véritable pur, entend. Willy se remet à s'éventer. Vigny regarde de plus près. Solennellement garanti. Willy s'arrête de se vanter. Véritable pur, entend. Willy se remet à s'éventer. Soit de, Willy s'arrête de se vanter, soit de porc. Entend. Vigny dépose loupe et brosse. Le journal disparaît. Vigny enlève ses lunettes. Les dépose, regarde devant elle. Soit de porc, entend. Ça que je trouve si merveilleux, qu'il ne se passe pas de jour, sourire, le vieux style, fin de sourire, presque pas, sans quelque enregistrement du savoir, si minime soit-il, l'enrichissement, je veux dire, pour peu qu'on s'en donne la peine. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez compris, parce que il faut quand même une grande comédienne pour interpréter ça. Il y a énormément, j'ai lu ça d'ailleurs dans la préface, il y a énormément de jeux de scène très très minuscules. À savoir, la dame est là,
Elle prend son sac. D'ailleurs, la comédienne a dit à Beckett, mais comment vous savez si bien la psychologie féminine que le sac c'est très important pour une femme? Et elle sort la brosse à dents, 36 000 fois elle la repose. Elle sort ses lunettes, elle les met là, elle les remet, etc. Elle essaie de mettre sa toque, mais le bonhomme lit, donc elle n'a pas le temps de mettre sa toque. Elle remet la toque, elle remet les lunettes, elle les reprend, tout en parlant. Et visiblement, il était présent aux répétitions. Et aussi bien chez une Anglaise, parce que d'abord c'était une première américaine, ensuite anglaise, ensuite française. Aussi bien chez une comédienne anglaise qu'elle adorait, Beckett, aussi bien chez Madeleine Renaud qu'elle adorait aussi. Il était là en leur disant, mais faites attention, et il faut vraiment faire les actions comme j'ai écrit. Et comme les metteurs en scène l'adoraient, quoi, donc ils obligeaient les actrices. Et justement, la comédienne anglaise a dit, vous vous rendez pas compte, ça nous met dans une sorte de couloir où on peut pas aller ni à droite ni à gauche, mais après, ça donne une sorte d'ouverture personnelle à l'intérieur, parce que j'ai des mouvements complètement réglés, mais en même temps, je me sens libre de sentir. C'est-à-dire, ce côté qui nous prive de liberté sur le plan de mouvement, donne une liberté intérieure. C'est ce qu'il disait. Bon, en tout cas, à la fin de cette pièce, quasiment, elle ne fait que parler. Mais il y a trop de gestes autour. Donc, et son mari qui est toujours omniprésent et en même temps absent. C'est extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut mettre en scène. La dame qui va s'ensevelir de plus en plus, qui en même temps continue toujours ce côté très méticuleux avec des petites choses, se souvient du passé, de son bonhomme qu'elle voit de temps en temps, parce qu'elle voit, tu es là, Vinny, ah, mais c'est bien, etc. Mais il est derrière, il ne sort jamais, il est présent et absent. Vous vous rendez compte, ça donne les possibilités de métaphores, des choses psychologiques à offrir aux spectateurs. Et pour finir, une des dernières pièces de UNESCO. Bon, on n'a pas eu le temps de parler des bonnes de Genet, donc je vous invite à lire ça. C'est aussi un texte assez extraordinaire, étrange, où les deux bonnes décident de tuer leur maîtresse et en même temps l'amant de leur maîtresse. Et toute la pièce, plus ou moins, c'est la conversation entre les deux bonnes, qu'il voulait, donc l'auteur qui soit représenté par des hommes, et aussi le monsieur qui apparaît, mais en fait, c'est plutôt les coups de téléphone de la maîtresse du bonhomme, de l'amant, et après on se rend compte qu'ils ont voulu les empoisonner, ils finissent par s'empoisonner l'une l'autre. C'est-à-dire, ils veulent tellement le pouvoir qu'ils finissent par se venger l'une sur l'autre. Voilà. Donc, les deux petits extraits, mais vraiment petits, le voyage chez les morts, c'est une grande pièce de UNESCO à la fin de sa vie. Elle a été représentée et mise en scène par Roger Planchon. Le père. Les terres vont se retourner, tout sera bouleversé, les âmes seront peut-être tuées à leur tour. Voyons, tu n'as plus pour longtemps à exister toi non plus, laisse-moi jeter un coup d'œil sur les œuvres que tu as faites sur tes écrits. Il vient dans l'au-delà, il vient dans le royaume des morts. Через 15 minutes, сейчас, 2 secondes. Donc il vient dans le royaume des morts. Et il voit son père qui est déjà mort. Jean, oui, je vais te montrer tout cela. Donc, je voudrais que jeter un coup d'œil sur les œuvres que tu as faites sur tes écrits. Oui, je vais te montrer tout cela. Il se lève, il va vers une table, il ouvre des tiroirs, il en sort des feuilles, le père le suit, le fils ouvre un tiroir et en sort des paperasses. Le père, c'est tout, des cahiers entamés? Des papiers gribouillés? Je regarde, rien de lisible. Tu as même essayé de faire des dessins. Je t'avais dit pourtant que tu n'as pas de talent pour le dessin. Rien n'est clair, ce que tu appelles ta littérature, des A, des B, des C, des X. Rien ne peut être reconstitué. Et des paperasses, des signatures. Et l'on a pu prendre cela en considération. Il n'y a rien, mon enfant, que tu n'as laissé aucun message. Tu as bafouillé des balbutiements, des bouts de paroles, des semblants de mots. Tu te prenais peut-être pour un prophète, pour un témoin, pour l'analyse de la situation. Aucune situation n'apparaît claire, le vide. Parce qu'avant, le père dit, tu as eu la gloire, etc. Jean est le personnage principal. Je m'étais imaginé en certain temps que j'avais mis quelque chose, il n'y a rien. Depuis quelque temps déjà, je me rendais compte que tout ceci n'avait été que de la paille pourrie. Ne t'en fais pas, personne n'a réussi à ne rien faire. Le monde n'est à ta personne, le monde est à Satan, si Dieu ne lui arrache de ses mains. Il est le seul à pouvoir donner un sens à la création que Satan a sali et barbouillé et cassé. Tout cela peut être lavé et réparé, et on y comprendra quelque chose. Jean, je vais te présenter 2 de nos amis, etc. Mais à un moment donné, son père dit qu'il était très opportuniste, etc. Voilà. Et pour finir, si vous trouvez cette pièce, c'est extraordinaire parce que à la fin, il y a tout un monologue d'UNESCO, mais on n'a pas le temps de le lire. Je pense que ça suffit comme ça. Certains textes étaient assez
comment dirais-je, édifiants, à mon avis, assez extraordinaires, notamment ceux de Ionesco de V1. Pas évident de lire ça. C'est mieux de voir ça en scène que de le lire en lecture. En attendant Godot est plus facile parce que c'est dialogué. Ici, c'est plutôt un monologue avec beaucoup de petites actions et avec la présence non présente du mari qui dit quelques phrases, mais qui n'est pas là d'une certaine manière. C'est-à-dire qui ne veut pas avoir de communication avec le personnage principal. Voilà, je termine là. Je ne sais pas si on a le temps de se poser les questions parce qu'on va nous chasser bientôt.